Ouais. Et bah, très bien. Désolé, j'étais en fin de réunion. J'ai eu le temps de switcher extrêmement rapide. Ça marche. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je vois qu'il y a Victor. Salut Victor. Hello, ça va Sinon? Ça va toujours, merci. Ouais, écoute, la forme, on fait comme on peut en cette période. Eh oui. Ça confine énormément, comme on dit. Intégralité de votre écran. Je peux partager mon écran, du coup, Flavien, on est d'accord. Voilà, tu peux partager soit tout ton écran, soit juste une application de ton ordinateur. Bonjour Quentin. Bonjour. Salut Fabien. Salut Charlotte. Attends encore 5 petites minutes que les personnes arrivent. Et puis, je ferai juste une petite introduction avant de laisser la parole à Sidney pour qu'il nous parle du biomimétisme et sa spécialité. Et puis, une fois qu'il nous aura présenté un peu le sujet et ce qu'il fait dans ce domaine-là, on pourra échanger, débattre. Donc, n'hésitez pas à préparer quelques questions pendant qu'il parle. Essayez de le piéger, bien entendu, c'est le but de ce genre d'exercice. Comme ça, lui aussi, il repart avec quelque chose en plus. Il aura appris quelque chose, ou il sera obligé d'apprendre quelque chose ensuite. Non, je rigole, c'est bienveillant. J'ai une question. Si on a des amis qui n'ont pas pu venir, est-ce qu'il y aurait une rediffusion ou pas? Oui, on enregistre le Procop, donc on pourra le diffuser ensuite. Bonjour Louis. Salut. Ok, alors, ça va faire. Bonjour. Ah, mais c'est Olivier. Flavien, tu me dis quand tu vois. Je vois, alors pour l'instant, ouais, parfait. C'est bon? Ouais. Donc là, normalement, tu devrais voir une sorte de petite bellule. Tout à fait. Ok, parfait. Je vais tester juste un autre truc, voir si j'arrive pas à mettre le bon micro. Ça se passe. Je redis pour ceux qui viennent d'arriver, on commence dans 3-4 minutes, le temps que les retardataires arrivent, avec d'abord une présentation de Sidney qui va nous déblayer le sujet et présenter un peu ce qu'il fait dans le biomimétisme, parce qu'il en est spécialiste, il a monté une boîte dans ce domaine. Et puis ensuite, on ouvrira le débat. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à noter vos questions pendant qu'il parle pour pouvoir l'interroger ensuite ou discuter simplement. Vous n'êtes pas obligé de rester au centre du débat ensuite. On peut aussi tous participer pair à pair. Vous m'entendez là? Je vérifie juste avec le micro, c'est bon ou pas? Parfait, oui. Très bien. Ouais. Ok. Et donc là, la présentation, c'est bon si vous la voyez. Alors, là, c'est bon. Parfait. Ok. Bon, écoute, quand vous voulez. Et dans 35, à ma montre, 35, là, il est 33, donc dans 2 minutes. Parfait. Bonjour Andrea. Il y a quelqu'un d'autre qui est arrivé. Salut Alice. On va commencer dans 2 minutes, le temps des derniers petits retardataires. Après qu'on commencera, je vous demanderai bien sûr de couper vos micros le temps que Sidney fasse sa présentation. Et puis, peut-être aussi de couper votre caméra pour avoir un flux le plus important possible.
Et puis, une fois qu'il aura fini sa présentation, c'est celui qui parle le plus fort qui aura la parole, évidemment. Si on est entre jambes de compagnie. Vous pouvez aussi épingler l'écran que présente Sidney si vous le souhaitez, lorsqu'il aura commencé sa présentation, ou switcher entre sa prise de parole et l'écran. Une minute. Alors Fabien, je ne sais pas si tu savais, mais j'ai été contacté tout à l'heure, du coup c'est la réunion dont je sors. Il y a une idée géniale, c'est une start-up c'est une entreprise qui note les start-up. Et c'est une agence de notation start-up. C'est assez dingue, mais vraiment comme l'agence de notation pour les dettes d'État, tu vois, c'est le truc genre en mode t'as les triple A, A+, et tout. Et en gros, ils sont payés non pas par les startups, mais ils sont payés par leurs clients. Donc en gros, ils ont des grands groupes clients. Et ces notations-là, ça permet aux grands groupes en fait de savoir effectivement si ça vaut le coup de travailler avec une startup ou pas. Et en même temps, de se faire présenter des startups pour innover. Extrêmement intéressant comme principe. C'est quelque chose qu'on avait, un sujet qu'on avait évoqué avec un client, mais pas pour créer un système de notation des startups, mais à destination des fonds d'investissement qui investissent dans des startups parfois un peu au pitch. Et un pitch de 5 minutes, parfois, c'est trompeur. Bon, évidemment, ils étudient les dossiers, etc. Mais ils passent beaucoup de temps à étudier des dossiers et ils ont quand même beaucoup d'erreurs dans leurs investissements. Et donc, il y a eu cette réflexion-là avec une entreprise qui fait déjà un peu ça, mais pour noter les stacks techniques des startups tech, pour noter s'ils ont un bon environnement technologique. Et donc, bien fait d'attendre. Bonjour Lorena, et on va considérer que tu es la plus en retard des retardataires, et on va doucement commencer. Alors, salut. Donc, rebonjour à tous. Merci à tous de participer à ce second Procop. Le premier est passé un petit peu sous la surface de l'eau, comme on le faisait un peu pour tester. On a fait un tout petit Procop avec 4 ou 5 personnes qui était donc sur le rapport entre science-fiction et innovation. On en refera un sur ce thème parce que ça avait bien plu et bien marché. Donc je pense qu'il y en aura de nouveau un peut-être en juillet ou en septembre à la reprise. Aujourd'hui, donc, on va traiter pour ce deuxième Procop le sujet du biomimétisme, qui est là aussi un sujet très proche de l'innovation. Tous les sujets qu'on traitera dans le Procop auront un lien avec l'innovation ou la créativité, mais on veut taper le plus large possible. Le but, c'est de faire ce soit pas un webinaire où on apprend des choses, mais un webinaire où on vient pour s'inspirer, pour découvrir des thématiques, pour avoir envie de les approfondir ensuite, avoir envie de les mobiliser, et c'est vraiment cette volonté d'inspiration qu'on a mis dans et de débat aussi qu'on a mis dans ce format. Donc, vous avez peut-être vu en vous inscrivant qu'il y en a d'autres qui sont prévus. Un sur les immersions numériques avec un artiste cyberpunk qui, en plus, parlera de cybersexualité, qui a fait des travaux artistiques dans ce domaine-là. Donc, c'est à la fois un peu provocateur et en même temps assez fascinant et passionnant. Je vous invite à vous inscrire, ce sera mardi prochain. Et ensuite, on en aura un sur le rapport entre folie et créativité avec quelqu'un qui travaille avec des handicapés mentaux. On va en parler donc sans tabou. Et on en a un qui est prévu aussi sur le bio-art. Donc, comment l'art et les biotechnologies sont mixés par certains artistes et comment ça peut annoncer un petit peu les innovations en biotechnologie qu'on risque de voir arriver dans les 10, 15, 20 prochaines années. Donc, voilà. N'hésitez pas à vous inscrire, ils sont tous gratuits, ouverts et libres, et ça le restera pour toujours. Voilà, merci Louis qui a mis le lien donc, dans la discussion. Donc, je finis cette petite introduction par juste présenter Exoflow, qui est donc la société que j'ai cofondée il y a un peu moins de 3 ans avec 2 associés qui organisent ces Procop, qui est une société donc l'objet développer la créativité et l'innovation dans les entreprises. Et on le fait notamment en créant et en animant des laboratoires d'innovation
donc des lieux dédiés au montage de projets innovants. Donc, on mixe le design d'espace dédié à la créativité, la collaboration, l'innovation et l'accompagnement de projets dans ces espaces. On fait aussi de la formation à toutes les méthodes d'innovation dans ces espaces. Voilà, donc un mix de deux métiers assez original. Et sur ces derniers mots, je vais laisser donc Sydney se présenter et je vais le laisser prendre la parole. Je vais couper ma caméra et mon micro, moi aussi. Merci à tous et merci beaucoup Sydney d'être avec nous. Ok, super Fabien. Écoute, je vais pas voir le chat pendant la présentation, donc si jamais il y a des questions, effectivement, ça pourrait être intéressant que je puisse vous entendre, parce que je verrai pas le fil des questions, tu peux m'envoyer un SMS en parallèle, mon téléphone en main ou quoi. Alors, écoutez, bonsoir à tous. Je suis très content de pouvoir parler de mon métier, qui est devenu vraiment ma passion, puis maintenant un peu plus de 3 ans. Je suis vraiment là pour vous partager cette aventure et puis aussi évidemment les perspectives qui tournent autour de cette notion assez inédite, assez magique qu'est le biomimétisme. Donc je pense qu'on peut se donner déjà à peu près 45 minutes que je puisse vous présenter un petit peu effectivement la notion du biomimétisme et après se laisser un temps d'échange plus interactif pour que je puisse répondre à vos questions. Je pense qu'il y en aura pas mal, en tout cas je parle un petit peu d'expérience là-dessus. Alors pour commencer un petit peu le storytelling, pour vous dire comment j'ai fait cette découverte du biomimétisme. Moi je suis diplômé de l'école de management de Lyon, donc on était dans la même promo avec Victor et avec Fabien, et je suis franco-allemand. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était le domaine de la mobilité. J'étais en école de commerce, je trouvais ça extraordinaire. Non pas pour les voitures en tant que telles, c'est pas les bagnoles qui me plaisaient, c'était vraiment la notion de mobilité, d'urbanisme, tout ce que ça impliquait. Et étant du coup franco-allemand, la première chose que je me suis dit, c'est que, ok, je vais aller travailler, je vais aller faire mes stages de césure, etc. Dans les grands groupes automobiles, c'est vraiment là où l'innovation se fait, c'est super sexy, etc. Et donc j'ai commencé mon stage dans une entreprise que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Audi. C'est l'entreprise avec les anneaux, donc des super voitures. J'étais en management de projet et c'était vraiment top. C'était en Bavière, dans le fin de la Bavière, mais tout ce qu'on peut imaginer sur les grands groupes allemands, c'est-à-dire beaucoup d'argent, des produits qui sont magnifiques, une très grande proportion effectivement à exporter, à s'exporter sur les marchés, etc. Donc c'était vraiment très intéressant. Et puis, j'ai continué là-dedans, je suis allé après travailler chez Bosch et j'ai continué chez Porsche. Donc, j'ai fait mon stage de fin d'études en fait, là-bas chez Porsche. Superbe entreprise, c'était pour moi le LVMH de l'automobile, c'était le Graal, c'était absolument l'entreprise dans laquelle j'allais aller travailler. Très bon stage aussi, directement au niveau du marketing stratégique, le pilotage des marchés. Et puis, je peux vous dire que, évidemment, j'ai mis ces petites photos-là parce que je pense que c'est des bons souvenirs. Quand on travaille dans ces entreprises-là, il y a évidemment beaucoup d'avantages. On a des très belles bagnoles de fonction. On s'entend à cœur joie et puis toutes les conneries qu'il y a à faire sur l'autoroute allemande, croyez-moi, je les ai faites. Et évidemment, on a aussi une très belle perspective de carrière avec un très bon salaire qui, à la sortie, qui sont beaucoup plus attractifs que ceux qu'on peut avoir en France. Mais malgré tout ça, en fait, je pense que c'est le début de la transition vers le biomimétisme qui s'est opéré pour moi. Ça peut paraître naïf, mais quand j'étais dans ces entreprises-là, surtout en fait chez Porsche, à un moment donné, j'ai commencé un peu à stagner dans mon appétit par rapport à ce que, on va dire, à la substance du métier, à la substance et l'impact de mes missions. Et voilà ce que je me suis dit, il ne faut pas se mentir, c'est que je me suis dit à un moment donné, bon, Sydney, à la fin de la journée, bottom line, ce que tu as fait, c'est que tu as participé à vendre des voitures chères à des gens riches. Encore une fois, ça peut vous paraître très naïf, mais je préfère le dire de façon vraiment authentique. Comment ça m'est arrivé, c'est vraiment comme ça que j'y réfléchis. Et je peux vous dire que quand on est en école de commerce, surtout, aujourd'hui, c'est un petit peu plus accepté, mais il y a 3-4 ans, c'était quelque chose qui était plus neuf. On n'y réfléchissait pas comme ça, et moi j'avais honte en fait de le penser. Je me souviens que j'en ai pas du tout parlé à mes potes, j'en ai pas parlé tout de suite à mes parents, à ma famille, ni même à mes professeurs, et encore moins évidemment à mes collègues de ces entreprises-là. Mais au bout d'un certain temps, je me suis dit, bon, si tu le sens, si tu le ressens aussi fortement dans tes tripes, dans ton cœur, c'est que quelque part, faut que tu agisses, faut que tu fasses quelque chose d'autre, il faut surtout que tu puisses mettre des mots sur ce qui est en train de te
t'arriver au niveau de ta réflexion professionnelle. Normalement, en école de commerce, on arrive sans forcément savoir ce qu'on veut faire, et à la fin de l'école, on sait très bien ce qu'on veut faire, et on rentre dans le marché du travail avec une idée très précise. Et moi, ce qui m'était arrivé, c'est totalement l'inverse, c'est-à-dire que j'étais rentré en école de commerce avec une idée très précise sur l'automobile, et j'en sors sans savoir, en fait, en étant complètement chamboulé, en disant qu'est-ce que je vais faire, quoi. Et donc, il y avait cette deuxième réflexion qui allait de pair, c'était de se dire, finalement, les grandes entreprises, c'est peut-être pas fait pour moi. Je me sentais un petit peu contraint par la hiérarchie et par, finalement, comme si j'étais pris dans un rouage qui ne m'appartenait pas et comme une sorte de dodo dans un océan. Donc il y avait vraiment cette double réflexion qui est comment est-ce que je fais pour donner un sens différent, plus d'impact à ma carrière, et comment est-ce que je fais pour être indépendant, pour arriver à être créatif, à avoir une prise d'initiative. C'était vraiment ces deux réflexions-là qui sont. Et donc, à ce moment-là, je me prends du temps pour voyager. Là, c'est une photo avec mon frère en Argentine. Et évidemment, ça m'a vraiment aidé pour repenser un petit peu les orientations que je voulais donner à la fin de l'EM Lyon et le début de mon entrée sur le marché du travail. Et donc, je vais essayer de vous raconter les réflexions telles qu'elles me sont arrivées et la découverte de ce milieu du biomimétisme. Vraiment en essayant de respecter la chronologie de ce qui s'est passé. En gros, la première chose, c'est que je me souviens, c'était en lendemain de soirée, mon très bon pote Simon, qui aujourd'hui se trouve être mon associé chez BioXJ, on est en lendemain de soirée, donc je vous laisse imaginer évidemment l'état de fraîcheur qu'on avait à ce moment-là. Il se pose, on était en coloc, il se pose sur le canapé à côté de moi et il me dit « Toi, Sidney, qui est en train de réfléchir un peu à des nouveaux domaines d'innovation, il faudrait que tu regardes cette histoire-là, c'est assez incroyable, j'ai découvert une notion un peu spéciale, ça devrait t'intéresser. » Effectivement, je lui avais dit que je m'intéressais vraiment, j'avais besoin, c'était la réflexion que je menais à ce moment-là, j'avais besoin de découvrir des domaines, des champs d'innovation qui étaient très inexplorés, qu'il fallait défricher. Pour moi, tout ce qui était digital, intelligence artificielle, blockchain, etc., c'était certes en plein essor, mais en fait, c'était déjà presque saturé. Il y avait déjà plein d'entrepreneurs, plein d'entreprises. J'avais vraiment besoin de quelque chose de très frais, très nouveau, où j'avais besoin de me sentir un peu comme un Christophe Colomb qui arrive sur un même niveau de domaine d'innovation et qui, après, défriche l'intérieur des terres. Voilà, c'est vraiment ça l'idée. Et Simon, du coup, vient et me dit, cette vidéo, ça va te convaincre, c'est quelque chose d'assez neuf. Et je pense que ça peut t'intéresser. Et donc, je découvre en fait ce domaine du biomimétisme à travers deux histoires très historiques. Donc, la première histoire, je vais vous demander de plonger dans le Paris de la fin du 19e siècle, plus précisément 1890. Il y a un chercheur qui est un chercheur assez connu, Clément Ader. Alors lui, il est surtout connu pour les vélos, vous savez, avec les grandes roues. Il était aussi un inventeur dans le textile. C'était un peu ce type d'inventeur français qui dépose plein de brevets dans plein de secteurs un peu différents. Et Clément Ader, il a un rêve, et son rêve, c'est de voler. Notamment, en fait, il veut construire ce qu'on appelle un avion. À l'époque, rien que le nom est neuf. C'est en fait un aérodyne. Par opposition aux aérostats, les aérostats, c'est les montgolfières, les zeppelins, etc. Lui, il veut créer un aérodyne, c'est-à-dire un engin volant plus lourd que l'air. Et donc on est en 1890, il a créé son prototype, il est dans un château un peu en dehors de Paris, tout simplement dans le parc du château, il n'y avait pas de piste à l'époque évidemment, et donc il a créé un prototype qu'il a appelé l'éole. Et l'éole en fait c'est, je vous laisse imaginer, une espèce de grande armature en soie, en toile, en bois, avec un petit moteur à vapeur de chevaux et quelques petits trous pour avancer. Et donc il active les commandes, il sent les soubresauts de la piste et puis tout d'un coup il s'envole. Enfin il s'envole, en fait il réalise une sorte de bond de 100 mètres de long, à peu près 1 mètre de hauteur. Et ça c'est en 1890, c'est-à-dire 20 ans avant les frères Wright aux États-Unis. Et donc Clément Ader, il est probablement le premier homme à avoir volé. Le problème, c'est qu'il n'a jamais réussi formellement à le prouver, parce que les seuls témoins présents, c'était son épouse et son investisseur. Mais c'était assez sérieux pour que l'armée française lui en commande plusieurs prototypes qui sont aujourd'hui dans certains des musées ici à Paris. Et donc,
je découvre une chose, c'est que je me dis, en fait, si Clément Ader n'était pas, c'est pas sûr qu'il ait été, ça n'a jamais été prouvé qu'il était le pionnier de l'aviation avant les Far Wright, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il est un des pionniers donc, de la bio-inspiration. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce qu'en fait, l'éole, elle ressemble à ça. J'ai pas trouvé de photos officielles, donc j'ai dû le dessiner moi-même en fait pour mon mémoire de master. C'est à ça que ressemblait l'éole, d'après les écrits en fait qui étaient de Clément Ader. Vous y retrouvez les principes de sustentation, les principes anatomiques de ce qu'on appelle les chauves-souris, les roussettes d'Inde. C'est la plus grande espèce de chauve-souris. Et il en avait dans sa volière à Passy. Et dans ses écrits, en fait, il décrit très précisément comment il s'est inspiré des tendons, des muscles, de l'anatomie de l'animal, notamment de sa voilure, pour créer son éole. Vous retrouvez aussi, il le décrit très bien, sur les hélices, la forme des plumes, donc c'est-à-dire que c'est là qu'il essayait de créer de la portance pour activer, pour faire voler l'éole. Et donc c'est ça, la bio-inspiration dans les inventaires. Il y a une autre très belle histoire. J'ai la chance d'habiter pas très loin de la Tour Eiffel. Vous la voyez dans l'exposition universelle à la fin de 1900, pardon. C'est ça la date. Et donc, quelques années auparavant, 1870, il y a un chercheur allemand qui s'appelle Hermann von Meyer, que vous voyez ici sur la photo, qui est un grand spécialiste du fémur. Le fémur, c'est l'os qui parcourt votre cuisse et qui vient notamment se loger dans votre hanche. Le fémur a la particularité que c'est évidemment un des os de votre corps qui doit subir, qui doit résister aux grandes pressions, le poids du corps, quand vous sautez, quand vous marchez, etc. Et en même temps, il est extrêmement léger. Mais il a cette capacité, il a cette rigidité qui est tellement extrême que vous pouvez poser une petite Twingo Newton sur votre fémur qui ne briserait pas. Et ce que découvre Hermann von Meyer, c'est qu'en fait, à l'intérieur du fémur, vous avez une sorte de maillage, on voit très bien sur la photo, une sorte de maillage en 3D, donc une sorte de travée en fait, qui permettent de répartir les vecteurs de pression, les vecteurs de charge, tout en ayant du coup une structure qui n'est pas tout à fait pleine, donc qui est plus légère, elle est aérée. C'est de l'anatomie aérienne en fait, c'est ça l'intérieur des os. Donc là c'est très visible en fait évidemment au niveau du fémur, mais sur tous vos os vous avez des structures qu'on appelle des structures poreuses qui en fait répartissent la matière là où elle a besoin, c'est-à-dire par rapport aux lignes de charge, là où la pression s'exerce. Et Hermann von Meyer va faire part de ses découvertes à un mathématicien aussi allemand, Karl Kuhlmann, qui va essayer de transformer ces principes biologiques en principes mathématiques, et il va avoir un disciple qui s'appelle Maurice Koechlin, qui est un Alsacien. Et Maurice Koechlin, quelques années plus tard, va faire partie du coup de l'équipe des ingénieurs de Gustave Eiffel, et c'est lui qui va proposer donc les plans de ce qu'on appelait la tour de 300 mètres, donc la tour Eiffel, sur les modèles en fait, sur le principe en fait d'architecture aérée, de répartition des vecteurs de charge et surtout en fait de proie, donc d'alvéoles, on voit très bien notamment au niveau de la courbure. Et ça en fait, pour découvrir ça, je peux dire que c'était pas dans des écrits français, j'ai dû faire des recherches littéraires aux États-Unis pour découvrir cette histoire-là, qui est évidemment très bien gardée et qui n'est pas forcément très connue de tous les Français ou de tous les Parisiens. Je vous laisse évidemment imaginer l'effet que ça fait quand je parle de cette histoire-là à mes clients dans le BTP. Donc, mesdames et messieurs, la tour Eiffel est inspirée de votre fémur. Et c'était du coup les premiers principes de ce qu'on appelle l'architecture aérée, qui aujourd'hui est évidemment qui s'est répandu sur tous les ponts, etc. Vous la voyez très souvent, ce principe de travée et tout simplement de croix qui permet de créer des structures qui ne sont pas pleines et qui en même temps répartissent tous les vecteurs de charge. Pour information, la tour Eiffel est plus légère que le cylindre d'air qui la contient. C'est ça tout l'avantage qu'il y a à faire de l'architecture aérienne. Donc je découvre ces deux histoires et je me dis, c'est quand même incroyable cette histoire de bio-inspiration. Il y a des inventeurs qui font ça, ça me paraît assez intriguant. Et tout de suite, en fait, voilà, je pense que c'est un peu une histoire de coup de foudre qui s'est passée entre la bio-inspiration et moi, où voilà, j'étais vraiment très intrigué. Je me souviens d'une sorte de curiosité assez passionnelle qui s'est manifestée assez rapidement et assez pour qu'évidemment je me dise, ok,
il y a le PFE, c'est le programme de fin d'études qu'on doit faire à l'UM Lyon, donc c'est l'équivalent du mémoire de master qui arrive à ce moment-là, et je me suis dit, bon, plutôt que de le faire sur le marketing, les finances et tout ce qui est en général dans les écoles de commerce, moi je vais le faire sur le biomimétisme. C'est bon, j'ai envie d'en savoir plus. Je me souviens très bien des profs à l'époque qui me disaient, attends, c'est une histoire de biologiste, c'est une histoire de scientifique, ça n'a rien à voir avec les écoles de commerce. Et je leur ai dit, non mais écoutez, au même titre que vous donnez des cours sur l'intelligence artificielle ou la robotique en école de commerce, moi j'estime que les écoles de commerce devraient se saisir du sujet du biomimétisme. Il y a un intérêt, c'est pas l'intelligence artificielle n'est pas le monopole des développeurs, par exemple, l'informaticien. Le biomimétisme ne devrait pas être le monopole des biologistes. Ils me disent, ok, on n'a rien compris à ton truc, mais vas-y, lance-toi. Et donc c'est là où j'en viens à qu'est-ce que c'est que le biomimétisme. Avant de rentrer dans le biomimétisme, j'aimerais revenir sur une notion qui est fondamentale et qui est à la base de la philosophie du biomimétisme et de tout simplement aussi de l'utilité du biomimétisme. Et surtout qui est d'actualité. C'est-à-dire, au final, qu'est-ce que c'est l'être humain et qu'est-ce que c'est que la nature? Alors la photo que vous voyez à l'écran, ça s'appelle Earthrise. C'est le lever de terre. Elle a été prise par l'astronaute, un des astronautes de l'équipage d'Apollo 8 en 1968. Donc c'est-à-dire un an avant l'atterrissage sur la Lune, ils ont fait une première orbite autour de la Lune. Et c'est la première fois qu'on voit finalement cette image qui est totalement fascinante, qui est prise en couleur en plus, originale, n'a pas été recolorisée, d'un lever de terre depuis la Lune. Et il y en a une autre qui est très connue aussi comme ça, qui s'appelle Blue Marble, donc la bille bleue, qui est la première image non recomposée, donc entière de la Terre sur la face éclairée. Donc il n'y a pas c'est pas une image recomposée de plein de petites images, il n'y a pas l'ombre, etc. Et celle-là, elle a été prise en 1972 par un équipage qui partait vers la Lune, pareil. Et ces deux images-là, elles ont une puissance extraordinaire, elles ont été marquées, elles ont marqué l'histoire, elles ont fait l'objet de plein d'articles, etc. Pourquoi? Parce que l'une comme l'autre, elles montrent à quel point la Terre, il y a une notion de finitude, il y a une notion aussi de rareté dans ce miracle en fait que représente la Terre. Pourquoi j'en viens à ça? Parce qu'en réalité, la planète Terre, c'est un miracle des probabilités qui a su réunir les conditions parfaites à l'apparition de la vie. L'apparition de la vie s'est faite il y a à peu près 3,8 milliards d'années. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis 3,8 milliards d'années? Vous avez eu une évolution en fait très progressive des êtres vivants qui ont commencé par des êtres vivants très simples, des êtres vivants qu'on appelle unicellulaires, microscopiques, et puis ensuite elle s'est peu à peu complexifiée. Il y a environ 500 millions d'années, la vie elle est sortie de l'eau, elle est sortie des océans pour conquérir la Terre. À peu près à ce même moment-là, évidemment, on a commencé à voir les vertébrés, donc qui fait partie de nous. Et peu à peu, cette vie s'est peu à peu complexifiée. Il y a eu les végétaux, les animaux, les insectes, etc. pour aboutir sur cette vraie magie qu'on appelle l'arborescence du vivant. Et l'arborescence du vivant, aujourd'hui, on l'appelle aussi la biodiversité. La biodiversité, c'est un terme effectivement très neuf, il date des années 80, mais c'est ça en fait, l'arborescence du vivant, c'est le résultat de toute cette évolution, de tous ces changements, et cette théorie de l'évolution elle-même est très neuve, elle date de Darwin, du 19e siècle, parce qu'évidemment, avant, les religions considéraient que la vie était telle qu'on l'a aujourd'hui, mais en réalité, non, c'est toute une série d'évolutions, de transformations, de mutations qui a donné ce qu'on appelle aujourd'hui la biodiversité. Et la biodiversité, c'est quoi? La biodiversité, c'est environ 1,8 million d'espèces qu'on a répertoriées et qu'on connaît à date. On estime qu'il existe bien au-delà de 10 millions d'espèces. Et si on compte, parce que évidemment là les scientifiques ne sont pas tous d'accord, si on compte évidemment toutes les variétés par exemple de bactéries, de micro-organismes, de virus, il pourrait très bien y avoir au-delà des 100 millions d'espèces sur Terre. On en connaît, on en a répertorié et décrites que 1,8 million. 99% des espèces qui ont vécu qui ont foulé la Terre ou les eaux depuis 3,8 milliards d'années ont disparu. Et donc aujourd'hui, toutes les espèces à date qui existent dans la biodiversité sont toutes, y compris l'homme, au sommet de leur évolution. C'est-à-dire que tous les mécanismes,
toutes les fonctions, toutes les propriétés qu'elles ont développées, elles ne sont pas dues au hasard, elles sont dues finalement à toute cette histoire, ces 3,8 milliards d'années de trial and error, comme on dit en anglais. C'est-à-dire de test and learn, d'adaptations successives, de mécanismes d'évolution qui leur permettent aujourd'hui du coup de survivre, qui leur permettent d'exister, et ce qui fait qu'on a aujourd'hui vraiment cette biodiversité hautement technologique, hautement sophistiquée. Et donc évidemment, la biodiversité, c'est des animaux qu'on connaît très bien. C'est des végétaux aussi qu'on arrive évidemment, qui font partie de notre quotidien, qui sont entrés dans l'imaginaire collectif, qu'on sait évidemment très bien décrire, c'est reconnaître. D'autres qui ont vraiment une symbolique, la rose évidemment, d'autres qui nous fascinent par leur côté totalement hypnotique, certaines qui nous fascinent évidemment par leur capacité d'organisation, par leur capacité à être collective. Regardez ces images à quel point elles sont belles, c'est évidemment toutes ces espèces qu'on connaît bien, d'autres qu'on connaît évidemment un peu trop bien, qui font vraiment partie, qu'on a domestiquées, y compris le chat. Le sigle, la pigarde à tête blanche, vous voyez ici, le sigle évidemment, le sceau des États-Unis. Et puis évidemment, il y a tous ceux ces espèces qu'on n'arriverait pas forcément à nommer, où on connaît le nom vernaculaire, on connaît évidemment la famille, c'est des méduses, mais on n'arriverait pas forcément à dire le nombre d'espèces qu'il y a dans cette famille-là, ou à citer l'espèce en particulier. On comprend le principe, ok, ça c'est une plante, ça c'est un poisson, ça fait partie du corail, c'est des anémones, etc. Tout ça, en fait, c'est un peu difficile, on ne connaît pas forcément les espèces, on connaît le principe, ok, là c'est un moustique, mais l'espèce en particulier, là c'est beaucoup plus dur. Et puis évidemment, la biodiversité, c'est tous ces animaux, ces végétaux, etc., qui font partie de notre imaginaire collectif parce qu'ils nous font peur aussi, évidemment. Vous voyez ces photos-là, c'est formidable prédateur. Désolé pour les arachnophobes, c'est une araignée sauteuse par exemple. Et puis après, la biodiversité, c'est évidemment toutes ces espèces qu'on a découvertes il n'y a pas très longtemps et qui sont encore vraiment très étranges, très étrangères. La plupart du temps, elles se trouvent évidemment dans les océans, puisque c'est là qu'on en connaît le moins sur la biodiversité. Donc là, c'est ce qu'on appelle un revenant, c'est des poissons qui vivent de moins 600 à moins 400 mètres de profondeur. Et puis les tardigrades, ces animaux microscopiques, pardon, micrométriques, qui sont pas des bactéries, qui ne sont pas des virus, ils font encore partie du règne des animaux. La mauvaise nouvelle, c'est que vous en avez probablement une dizaine autour de vous en ce moment même, mais que vous ne pouvez pas voir. J'y reviendrai, c'est les animaux les plus résistants au monde, qui sont capables de résister à toutes sortes de conditions extrêmes. Tout ça, c'est la biodiversité. Tous ces animaux, tous ces végétaux complètement fascinants. Et finalement, il y a une notion qui est très vraie au niveau de la biodiversité, c'est que au final, plus on se prend le temps de l'observer, plus on se prend le temps de la décrypter, de la comprendre, plus on se rend compte à quel point finalement la nature, elle n'est pas élémentaire. Elle n'est pas simple. En réalité, elle est très complexe. Elle est assez sophistiquée. Et c'est ce que je vous disais. Quand on fait le travail d'humilité, on se dit, en réalité, il y a des technologies qui sont développées qui sont particulièrement prodigieuses et qui ne sont pas dues au hasard. À commencer par évidemment nous, l'être humain, quand on voit la complexité de la machine que représente un être humain, ça force le respect et ça montre aussi à quel point on est peut-être dans un péché d'arrogance à se dire qu'avec nos révolutions industrielles successives, on a su maîtriser, s'affranchir de la nature. Or, on se rend compte que cette nature est beaucoup plus complexe qu'on ne le croit et que ces mécanismes en dépendent plus que l'on ne le croit. Et ce qui se passe aujourd'hui est très vrai. La crise, je m'exprime depuis un certain temps dessus dans plusieurs médias, la crise du Covid-19 est avant tout une crise environnementale où on se rend compte, c'est un rappel à l'ordre de la part de la nature sur évidemment sa sophistication et sa complexité. Vous voyez évidemment sur ces photos-là l'incroyable sophistication du vivant, comme je disais, voilà, dans les moindres détails, tous les mécanismes, toutes les propriétés qu'on saurait maîtriser et qu'on saurait prétendre maîtriser à l'échelle humaine.
Et puis on va finir en finissant par ce codage universel du vivant qui se retrouve chez tous les êtres vivants, l'ADN, qui est vraiment une prouesse du vivant, c'est-à-dire que vous avez arrivé à coder dans un gramme d'ADN, vous arrivez à coder l'équivalent de 500 millions de disques durs. C'est juste incroyable de voir cette sophistication et cette horlogerie fine que représente le vivant. Et le vivant, évidemment, a abouti sur l'espèce qui est la plus phénoménale, ou en tout cas celle qu'on croit être la plus phénoménale, c'est-à-dire l'être humain. L'être humain, son seul avantage concurrentiel, son seul avantage de survie, c'est évidemment sa capacité cognitive. Et encore, il a été prouvé, il y a des recherches qui sont encore en cours sur certains domaines d'intelligence où certains animaux ou végétaux nous battent à plat de couture sur certains domaines cognitifs. Mais on va dire qu'évidemment, au niveau de notre capacité cognitive globale, c'est ce qui nous confère notre dominance. Et c'est ce qui aujourd'hui, c'est là où j'en arrive à la notion après de biomimétisme, c'est ce qui aujourd'hui nous pose problème, c'est-à-dire que cette complexification de la société humaine, on voit qu'elle a ses limites, et qu'aujourd'hui, encore une fois, la crise nous montre encore plus que d'habitude. Aujourd'hui, finalement, on en arrive à un certain point où on se dit, est-ce qu'on a les bonnes formules pour notre société, pour notre mode de vie, pour nos modes productifs? Et la réponse est évidemment que ce n'est pas forcément le cas. Et si oui, comment est-ce qu'on fait pour imaginer notre avenir? Comment est-ce qu'on fait pour réinventer notre futur, réinventer nos technologies, réinventer nos systèmes productifs? Comment est-ce qu'on fait? Quelles sont les solutions? Où est-ce qu'on va chercher? Et on aurait tendance à se dire, en fait, il nous faut des formules nouvelles. Toutes les anciennes formules sont obsolètes. Il faut créer de nouvelles choses. Moi, j'ai tendance à répondre, oui, mais des formules nouvelles par rapport à ce qui s'est fait de façon anthropocentrique, mais en réalité, il y a des anciennes formules qui marchent très bien. C'est là où j'en viens à cette notion de mutisme. Qu'est-ce qui se passe si on regarde ce qui se fait dans le vivant pour innover? Et je vais vous montrer deux exemples, au-delà de Clément Ader et l'équipe de la Tour Eiffel. Qu'est-ce que c'est que le biomimétisme aujourd'hui? Je vais vous montrer deux petits exemples. Ici. Alors je me dis que peut-être que vous n'entendez pas le son en fait. En gros, ce que vous voyez là, c'est la danse nuptiale de ce qu'on appelle les baleines à bosse. Les baleines à bosse, ce pas les baleines les plus grandes baleines, c'est les baleines bleues. Mais les baleines à bosse, elles ont un avantage, c'est qu'en fait, c'est des cétacés qui sont extrêmement agiles. Alors évidemment, là, ça ne se voit pas forcément bien sur la vidéo, puisqu'on n'a pas forcément une notion d'échelle, mais les baleines à bosse, c'est environ 15 mètres de long pour à peu près 40 tonnes. Donc là, vous voyez le mâle qui va danser autour de la femelle pour la séduire. Et quand on pèse 40 tonnes et qu'on fait 15 mètres de long, c'est pas forcément quelque chose de très facile. Et ça, les biologistes marins le savent depuis un certain temps maintenant, c'est que les baleines à bosse sont extrêmement agiles dans l'eau. Elles sont ce qu'on appelle hydrodynamiques. Ce que vous voyez en est une autre manifestation, au-delà de la danse nuptiale. Ici, vous voyez une technique de chasse de la baleine à bosse, c'est-à-dire qu'elle va décrire en fait des cercles très serrés et taper avec sa nageoire pour venir créer en fait des filets de bulles qui viennent piéger et perturber les poissons qu'elle chasse. Donc la baleine à bosse, contrairement aux baleines bleues, c'est pas des baleines qui vont se nourrir uniquement et exclusivement de plancton. En réalité, les baleines à bosse vont se nourrir de harengs, de saumons, etc. Donc elles doivent être très agiles pour les chasser. Elles doivent décrire des cercles très serrés. Pardon. Et ça intéresse les biologistes marins parce qu'ils se disent, on sent que c'est quand même assez intriguant qu'un animal aussi imposant puisse être aussi agile, aussi véloce, et puisse décrire des cercles aussi serrés dans l'eau. Comment ça se fait? Et il y a un biologiste marin qui porte très bien son nom, qui s'appelle Frank Fish, qui est un Canadien, qui va être financé par l'agence de défense américaine, la DARPA,
pour comprendre les principes aérodynamiques, hydrodynamiques, mais du coup aussi aérodynamiques, puisque l'air et l'eau c'est fluide, pour comprendre les principes anatomiques de la baleine à bosse et voir s'il n'y a pas évidemment des principes à en retirer. Et ce que va découvrir Frank Fish, c'est qu'en réalité, l'hydrodynamisme de la baleine à bosse se retrouve au niveau des nageoires. Et ce que vous voyez au niveau des nageoires, je vais vous demander de regarder le bord d'attaque de la nageoire, vous voyez en fait ce qu'on appelle des tubercules. C'est ces espèces de protubérances, ces petites bosses que vous voyez, ce côté un peu dentelé que vous voyez sur le bord d'attaque de la nageoire. Et ça définit le bon sens. Quand l'être humain fabrique une surface portante, une hélice, une planche de surf, une aile, une hélice de ventilateur ou quoi que ce soit, nous on va essayer, vous voyez très bien, à la rendre la plus lisse possible, streamline, épurée comme on dit. Or là, Frank Fish se dit, bon sang, c'est quand même contre-intuitif, comment ça se fait qu'un profil de nageoire aussi difforme, aussi bossu, puisse conférer des propriétés hydrodynamiques aussi fines et aussi efficaces à la baleine à bosse. Et ce qu'il va comprendre, il va faire des essais en soufflerie, c'est vraiment là où on va essayer les prototypes de voitures, d'avions, etc. sur l'aérodynamisme. Il va comprendre, il va faire des maquettes de ces nageurs-là, il va comprendre qu'en réalité, ces protubérances, elles ne vont pas du tout perturber les flux d'air, en réalité, elles vont aller améliorer la gestion et la répartition du flux d'air sur la surface portante, c'est-à-dire sur la surface de la nageoire, pour améliorer la finesse hydrodynamique, donc aussi aérodynamique de cette nageoire-là. Et plus précisément, elle va réduire la traînée, c'est-à-dire les forces de frottement, et donc elle va conférer en fait de meilleures propriétés hydrodynamiques, aérodynamiques. Mon équipe a beaucoup travaillé là-dessus, je pourrais rentrer dans tous les détails techniques, etc., mais on n'a évidemment pas le temps, il y a des questions de décrochage, portance, etc., les tourbillons, les vortex, les turbulences, tout ça. On ne va pas rentrer dans tous ces détails-là, mais sachez en tout cas que ces bosses viennent canaliser les flux d'une certaine façon pour améliorer l'hydro et l'aérodynamisme. Et Frank Fish va se dire, bon sang, c'est complètement disruptif, c'est contre-intuitif, ça chamboule un petit peu toute la façon dont nous, on concevait les surfaces portantes en tant qu'espèce humaine. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer en fait des pales d'éoliennes, que vous voyez ici, qui reprennent, vous voyez très bien sur les bords d'attaque de ces pales d'éoliennes, qui reprennent en fait les protubérances, qui reprennent le côté dentelé que vous trouvez sur la nageoire des baleines à bosse, et qui viennent augmenter de 20% le rendement de ces éoliennes-là. C'est-à-dire qu'à force de vent similaire, vous avez 20% de rendement d'output énergétique en plus. Et l'avantage aussi, c'est que ces éoliennes-là peuvent s'activer avec une force de vent inférieure. Donc elles sont beaucoup plus polyvalentes, vous pouvez les installer dans des endroits qui sont généralement moins exposés au vent. Donc vous avez une éolienne plus performante, plus polyvalente. Ça, c'est un des exemples très connus du biomimétisme qui date du milieu des années 2000. Je continue avec un autre exemple. Alors, ce que vous voyez à l'écran ici, c'est évidemment un requin blanc. Et c'est un comportement qui est observé uniquement et exclusivement en Afrique du Sud, ce qu'on appelle Seal Island. C'est là où il y a les phoques et les lions de mer. Et ils vont décrire en fait finalement une sorte d'aller-retour. Flavien me dit que les vidéos sont un peu hachées. Donc en fait, ce que vous voyez tout simplement, c'est qu'ils viennent ce qu'on appelle breach the surface, c'est-à-dire percer la surface de l'eau. Donc les lions de mer et les phoques vont faire des allers-retours en fait entre la terre ferme et cette île. Et les requins blancs ont développé une technique de chasse qui est complètement incroyable, c'est qu'ils vont se tapir au fond de l'eau, environ 40 mètres de profondeur. Par ombre chinoise, ils vont repérer finalement les orques et les phoques et les lions de mer,
qui vont faire les allers-retours en fait entre la terre ferme et l'île, ils vont en fait se propulser presque à la verticale à plus de 50 km/h jusqu'à justement perturber, tout simplement surprendre en fait leur proie par le dessous, et c'est pour ça qu'ils vont sauter à plus de 20 mètres de hauteur. Pourquoi je vous raconte cette histoire-là? Parce qu'en réalité, les requins sont très très rapides aussi dans l'eau, jusqu'à 50 km/h pour les requins blancs, alors qu'ils font 2 à 3 tonnes. Et vous avez certaines espèces qui peuvent atteindre 80, 110 km/h. Et ça, c'est pas que dû à leur simple vitesse ou à leur simple muscle, à leur simple nageoire, c'est en fait dû surtout à leur peau. Alors attendez, je vais juste retrouver l'image que j'ai autre part. La peau du requin, quand on la regarde de façon très fine, en réalité, on pense qu'elle est lisse, mais quand on regarde à l'échelle micro et nanométrique, en réalité, on voit ces sortes d'écailles, et notamment les stries, c'est-à-dire ces espèces de lignes que vous voyez sur les écailles. Et ça produit ce qu'on appelle l'effet Riblet. L'effet Riblet vient piéger une fine couche, une fine pellicule d'eau autour de la peau du requin, qui vient réduire le frottement avec le reste du milieu aqueux, le reste de l'eau. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'effet Riblet, ça augmente la rapidité du requin. Ça se passe vraiment à l'échelle nanométrique sur des perturbations très fines en fait, de la pellicule d'eau. Ça a inspiré évidemment, en tout cas les soviétiques ont essayé de s'en inspirer pour créer des torpilles pour sous-marins plus rapides. Ça n'a pas fonctionné. Sauf qu'aujourd'hui, ça donne lieu en fait à des recherches qui viennent avec un laser que vous voyez ici au-dessus de l'aile. Donc, c'est des recherches qui sont menées par l'Institut allemand de l'Agence spatiale allemande, Airbus et Lufthansa, la compagnie allemande, qui viennent, grâce à un laser, créer en fait, recréer ces stries à une autre échelle évidemment, et d'une autre façon, mais qui viennent recréer les stries des écailles des requins blancs sur le vernis, sur la peinture des ailes des avions, tout simplement pour améliorer la finesse aérodynamique de l'avion. Ça a permis de réduire d'environ 3% la consommation de carburant de l'avion. Alors évidemment, de façon nominale, ça peut paraître très peu, sauf qu'évidemment, 3% à l'échelle du nombre de tonnes, centaines de tonnes de kérosène et de centaines de tonnes de CO2 que rejette un avion, évidemment, je vous laisse imaginer ce que ça représente. Autre exemple dans l'aéronautique, j'en profite, vous le voyez, vous l'avez sûrement vu si vous prenez l'avion, en Boudel, vous avez ce qu'on appelle les winglets, ces espèces d'ailettes verticales, on le voit très bien sur cette image-là, qui... Je vois que Flavien m'a envoyé une petite image. En gros, qui viennent tout simplement réduire. Flavien, il y a un petit problème ou pas? Parce que j'ai pas accès à l'image. Non, c'est juste qu'il y avait une question, je vais te la renoter. Non, ça n'a rien à voir avec le squelette, c'est vraiment la peau qui leur permet d'avoir cette vélocité-là, c'est vraiment les écailles à échelle très fine. Je pense que le squelette n'a pas forcément d'implication. Peut-être qu'il a une implication, mais je ne ferai que des hypothèses là sur la rapidité peut-être à laquelle ils sont capables de battre leur nageoire. Mais les gens dans la rapidité, la vélocité du requin vient surtout des écailles et cet effet Riblet. Donc pour revenir sur les winglets, ces ailettes verticales que vous retrouvez aux extrémités, celles-là, elles ne sont pas dues au hasard. En réalité, c'est un ingénieur de la NASA dans les années 1970, qui a compris que les grands rapaces, notamment les aigles, mais aussi les cigognes, courbent leurs plumes en boudelle, vous voyez très bien à gauche de l'écran, et à chercher à comprendre ce phénomène-là, il s'est rendu compte que pareil, ça permet d'améliorer la finesse aérodynamique, plus précisément d'empêcher les vortex de perturbation en boudelle, et donc d'améliorer la portance. Et ça, il l'a du coup proposé après à l'armée américaine, c'est diffusé chez Boeing, et puis après chez Airbus, et aujourd'hui dans toute l'aviation civile et militaire. Et ça permet de réduire en fait la consommation de l'avion par une amélioration de la portance, et une réduction surtout en fait de la traînée, c'est-à-dire des frottements avec l'air. Donc beaucoup d'exemples en aérodynamisme, mais ça va évidemment bien au-delà de ça. Alors vu que la vidéo bug, je vais vous décrire ce qui se passe. Un exemple, ce que vous avez, c'est une espèce d'araignée qu'on appelle le Darwin Pascal. Elle a été découverte seulement en 2009. Donc, attends,
Sydney, en fait, quand il y a la vidéo, on t'entend très mal. Je pense que les deux flux se bouffent un peu l'un l'autre. Donc là, on voit il y a très bien la vidéo. Donc si tu veux laisser la vidéo. En fait, c'est pas très grave. Je vais juste raconter ce qui se passe. En fait, la Darwin Spark Spider, elle a une caractéristique qui est assez incroyable, c'est qu'elle est capable de tendre des sortes de ponts aériens de 25 mètres de long au-dessus de masses d'eau, donc au-dessus d'étangs, au-dessus de rivières, etc. Et ce comportement est assez unique chez les araignées. Et pourquoi elle fait ça? Tout simplement parce que ça lui permet de piéger des insectes qu'elle ne pourrait pas piéger dans la végétation dense. Elle peut piéger par exemple des très grosses libellules. Je vous laisse imaginer le festin que ça représente évidemment pour elle. Et la Darwin Spark Spider, c'est l'espèce d'araignée qui arrive à créer la soie d'araignée la plus incroyable. Mais de toute façon générale, toutes les soies d'araignée sont assez incroyables. Donc c'est vraiment ce matériau qui arrive à créer l'araignée. C'est 30 fois plus résistant que l'acier, c'est 10 fois plus robuste que le Kevlar. Le Kevlar, c'est rigide par balle, et en même temps, c'est extrêmement léger. Vous pouvez faire le tour du monde avec un fil d'araignée qui pèserait à moins que votre smartphone. Et en plus de ça, c'est évidemment très extensible. Vous pouvez l'étendre à 140% sans que ça rompe. C'est ultra biodégradable, etc. C'est un des matériaux les plus extraordinaires. Et il y a environ 5 à 6 ans, il y a un ingénieur allemand, Thomas Scheibel, qui a réussi à reproduire synthétiquement la soie d'araignée, les protéines de soie d'araignée, pour créer un métamatériau qui vend aujourd'hui avec son entreprise, sa start-up qui valorise aujourd'hui des centaines de millions d'euros, dans la cosmétique, dans le médical. Et aujourd'hui, il y a des recherches qui sont menées évidemment aussi dans certains domaines industriels, automobiles, aéronautiques, etc. pour créer des matériaux qui sont biodégradables, qui sont ultra légers, qui sont méga résistants et qui en même temps sont très extensifs. Donc c'est beaucoup plus sophistiqué que n'importe quel composite, matériau composite, carbone, etc. Si on arrive, alors évidemment on les connaît plus, si on arrive à reproduire en fait les caractéristiques de la soie d'araignée, on arriverait à aller très très loin en matière de recherche. Donc voici ce qui se fait un petit peu en matière de bioéthique. Je vais vous donner un dernier exemple. Malheureusement ça va bugger aussi, donc je ne sais pas si la vidéo va passer aussi bien. Je vais prendre celle-là. Alors, ce que vous venez de voir, c'est totalement incroyable. J'ai découvert l'année dernière. C'est des images à l'échelle nanométrique d'un rouage qui existe dans la nature. S'il y a bien vraiment une chose où je pensais que c'était... je vois que vous n'avez pas vu. Bon, c'est une sorte de rouage à l'échelle très fine. Alors, attends, est-ce que je pourrais faire une sorte de pause? Voilà. Je pense que là, vous le voyez sur l'écran. Ce rouage-là, en fait, c'est un rouage que vous trouvez en fait chez la nymphe de la cigale dessus, c'est-à-dire le stade entre la larve et l'adulte. S'il y a bien un symbole de des mécanismes du savoir-faire ingénieur humain, c'est le rouage, c'est l'engrenage. Les premiers engrenages, on les estime à 2000 ans avant Jésus-Christ. Mais après, évidemment, ça s'est complètement on en trouve aujourd'hui, ça s'est généralisé dans toutes les industries. Vous en trouvez dans vos montres, dans vos smartphones, vous en trouvez dans vos ordinateurs, dans vos voitures, dans les navettes spatiales, vous trouvez des rouages tout simplement partout. C'est la transmission mécanique, la transmission de l'énergie, du mouvement par excellence. C'est aujourd'hui même le signe, Centrale Lyon, ils ont leur sceau, leur logo, c'est un engrenage. Et en fait, la nature nous a battu plate couture, à 300 millions d'années près, elle nous a battus. Et en plus de ça, des échelles beaucoup plus sophistiquées et fines. Donc elle est capable de créer des engrenages qui viennent tout simplement synchroniser la détente des pattes de la cigale
Tout simplement parce que la cigale, elle va décoller, tenez-vous bien, à 700 G d'accélération. C'est juste faramineux comme accélération. J'ai même pas cru quand j'ai lu ce chiffre-là. 700 G d'accélération, c'est tout simplement un clin d'œil, elle est partie à la vitesse dingue et elle a décollé. Et cette détente, en fait, des pattes doit être totalement synchronisée. Si elle n'est pas parfaitement synchronisée, vous avez tout simplement un différentiel, elle va partir en fait dans des trajectoires qu'elle ne veut pas. Elle veut partir en fait tout à fait droit, tout simplement pour maîtriser cette trajectoire. Et le système nerveux, c'est-à-dire l'information nerveuse, n'est pas assez précise et rapide pour synchroniser les deux pattes, la détente des deux pattes. Et donc vous allez avoir cet engrenage qui va synchroniser, donc l'information nerveuse va arriver sur une des deux pattes, et l'engrenage va entraîner l'autre. Et ça permet d'avoir une précision au micromètre près de la détente, et donc d'assurer la bonne trajectoire de la nymphe, de la cigale bossue. Et ça, c'est totalement incroyable, l'engrenage. Et je voulais juste évoquer cet exemple-là, parce qu'aujourd'hui, les mécaniques du saut des insectes va inspirer de très nombreuses technologies dans les drones, notamment une équipe franco-italienne qui s'en inspire pour créer des robots sauteurs qui ont une autonomie bien meilleure en terrain accidenté. On a besoin de drones en fait quadrocoptères, etc. Et en même temps, ils sont vraiment très agiles, donc ils arrivent à bien évidemment passer certains obstacles, certains terrains accidentés. C'est vraiment incroyable. Et donc là, on ne parle pas évidemment que de l'engrenage, on parle surtout en fait de la jointure, du fémur, du tibia, etc. Et vous voyez vraiment les noms, c'est-à-dire que chaque partie, chaque composante en fait de ces mini-robots sont vraiment appelés fémur, tibia, etc. et reprennent les principes anatomiques, d'architecture système des cigales, la mécanique des sauts des insectes en général, puisque les cigales ne sont pas les seules à savoir sauter de cette manière-là. Donc voici un petit peu ce qui se fait en matière de biomimétisme. Et donc moi je découvre, pour reprendre le storytelling, je découvre en fait tout ça avec total émerveillement, et je comprends très rapidement qu'en fait le biomimétisme c'est quelque chose qui est en plein essor. Vous voyez dans le monde, en fait, c'est surtout les États-Unis et la Chine qui font des recherches à très grande échelle au travers de très grandes universités, pour ne citer qu'elles, évidemment. Aux USA, vous avez des universités comme Caltech, comme Stanford, MIT, etc., qui travaillent de façon ahurissante en fait sur ces sujets-là. Et vous voyez en fait, il y a un index qui a été créé, le DaVinci Index 2.0, qui montre la progression des brevets et des publications qui sont faites en matière de biomimétisme depuis les années 2000. Et vous voyez tout simplement une progression complètement fulgurante. Et puis, ils ont cherché à estimer, et ils estiment que le biomimétisme pourrait peser jusqu'à 435 milliards de dollars dans le PIB américain jusqu'à l'horizon 2030. En Europe, le biomimétisme, scientifiquement parlant, a aussi fait ses preuves. L'Allemagne a pris beaucoup d'avance sur ce sujet-là, notamment grâce à une très grande implication et une très grande corrélation entre milieu industriel et milieu académique, milieu universitaire. On voit aussi des très grandes avancées dans des pays comme la Corée du Sud, comme la Suisse, comme les pays scandinaves. En France, il y a évidemment un petit peu de retard qui a été on accuse un petit peu de retard par rapport à ça, sauf qu'évidemment depuis les années 2007-2008, vous voyez ici le Sénat avait inscrit le biomimétisme comme un des outils de la prochaine révolution industrielle, et environ 175 équipes en France travaillent sur le biomimétisme, sur des technologies bio-inspirées, et la France a évidemment un atout considérable, c'est qu'on dispose de 10% de la biodiversité mondiale, et notamment du Muséum d'histoire naturelle, qui est une des trois plus grandes collections en matière de connaissance du vivant, et puis de tous les laboratoires associés, PMC, l'Institut de nanosciences, etc., et évidemment le CNRS, qui a inscrit cette année le biomimétisme comme faisant partie de ses quelques priorités stratégiques à l'horizon 2025. Donc il y a une vraie accélération du biomimétisme en tant que discipline de recherche fondamentale et en tant que discipline scientifique, académique et universitaire. Donc ça, je l'ai compris très rapidement. Mais je me suis dit en même temps, ce qui est très bizarre, c'est que oui, le Sénat a fait ce rapport, le biomimétisme, nouveau front d'innovation, nouvel outil de la prochaine révolution industrielle. Ok, il y a plein de laboratoires et tout, mais comment ça se fait, bon sang, que c'est pas plus démocratisé par rapport au marché?
comment ça se fait qu'on n'en entend pas autant parler que l'intelligence artificielle, que la blockchain, que tous les trucs un peu hype? Comment ça se fait qu'on n'entend pas parler de biomimétisme? Comment ça se fait que c'est pas démocratisé? Et là, en fait, j'ai dû me rendre à l'évidence, c'est qu'en réalité, la difficulté, ce qui rend le biomimétisme aussi complexe, c'est sa pluridisciplinarité, le fait que vous avez tous les problèmes de silotage entre disciplines. Vous avez besoin de plein de compétences très différentes, et en plus de ça, les liens entre humains, technologie humaine et nature ne sont pas évidents. C'est pour ça que ça cale souvent au stade de recherche fondamentale et que ça reste souvent en fait dans les universités, dans les laboratoires, etc. Alors, ça commence à avoir de très bons effets en Chine et aux États-Unis, sauf qu'en France, évidemment, on n'est pas les spécialistes dans la courroie de transmission de la recherche académique au marché. On n'est vraiment pas les spécialistes là-dessus. Et je peux vous dire que depuis 2 ans que je travaille dans ce domaine-là, ça me fait confirmer les intuitions que j'ai eues à ce moment-là. Et donc là, je me dis, ok, moi j'ai envie de faciliter, d'améliorer la courroie de transmission par rapport au marché. J'ai envie de participer à la démocratisation du biomimétisme en France. Tant pis si je dois être le premier à le faire et si au début ça va être compliqué, mais j'ai vraiment envie de faire ça. Et donc j'ai créé BioXJ, et qui a la notion et la définition suivante du biomimétisme. Le biomimétisme, ça doit être une approche de recherche et de développement qui consiste à s'inspirer de l'ingéniosité, des mécanismes et des propriétés des organismes vivants pour innover, pour créer de nouvelles technologies. Le but derrière ça, évidemment, c'est de tout simplement reformater, recréer notre avenir. Alors, quand on y réfléchit bien, en réalité, tous nos besoins primaires ont déjà été assurés, ont déjà été explorés et satisfaits par la nature. Capter, stocker, transporter des ressources, au premier rang desquelles évidemment les ressources énergétiques. Ensuite, concevoir, fabriquer des structures, des matériaux, des produits, des procédés, etc. La notion de mobilité, la notion de protection face aux éléments, face à l'environnement, face au froid, la chaleur, etc. La durabilité des matériaux, la durabilité des procédés. Et évidemment, tout ce qui va toucher à la communication, la gestion de l'information, la collectivité. Tout ça, c'est des besoins élémentaires qui ont déjà été totalement satisfaits, optimisés jusqu'à l'extrême par la nature. Et si on pense justement à nos besoins de futur, on retrouve toutes ces catégories-là. Mais évidemment, c'est beaucoup plus complexe que ça dans la réalité. Le biomimétisme, certes, c'est une approche inédite, c'est des success stories qui ont été confirmés, comme je vous en ai parlé, et c'est un essor scientifique qui est dynamique et qui est prouvé. Mais en même temps, le problème du biomimétisme, c'est que c'est un domaine qui en reste à ses prémices, c'est un domaine qui est balbutiant, qui a besoin de structuration, et c'est une discipline qui est très neuve, qui a besoin de systématisation, qui est encore très complexe, je peux vous l'assurer. Alors, nous, on a identifié chez BioXJ 4 niveaux d'inspiration principaux. Le premier, c'est les formes. Le deuxième, c'est les matériaux et procédés. Après, c'est les architectures systèmes, c'est-à-dire la façon dont on conçoit un système dans son ensemble, la nature conçoit un système dans son ensemble, et tout ce qui va toucher aux stratégies, au comportement du vivant, qui sont aussi très importants, notamment en matière de ressources humaines, en matière d'algorithmique, en matière de logistique. Alors, évidemment, je ne vais pas avoir le temps de rentrer dans tous les détails. Et je pense que, évidemment, là, on n'est que dans un webinaire de familiarisation. Sachez que, pour l'instant, BioXJ a identifié à date environ une cinquantaine d'axes d'application, c'est-à-dire thématiques, des sujets industriels précis, sur lesquels le biomimétisme a déjà, en fait, des réponses qui sont très prouvées, des recherches aussi, des prototypes, etc. Où nous-mêmes, déjà, on développe aussi des concepts. Mais on pourrait, en fait, les regrouper, on va dire, en 8 grappes de levier non exhaustif, mais qui nous permet de rendre compte ce qu'on peut faire avec le biomimétisme. Évidemment, ce qu'on a beaucoup touché, l'aérodynamisme, l'hydrodynamisme. Ça, c'est très utile dans l'aéronautique, dans l'automobile, mais aussi dans certains milieux, le milieu nautique, etc. Tout ce qui va toucher à l'acoustique, aux vibrations. Pourquoi c'est important? Tout ce qui touche à l'acoustique, c'est important dans n'importe quel domaine, des biens d'équipement, des biens industriels, votre smartphone, votre moulinex, votre sèche-cheveux, etc. Tout ce qui touche à l'acoustique, évidemment aussi le bâtiment, le BTP, c'est très important. Les vibrations aussi complètement importantes en matière de durabilité des matériaux, d'éviter les fatigues matérielles, etc. Tout ce qui touche aux matériaux et structures, ça c'est un des plus grands champs
les plus grands leviers de perspective biomimétique. Les matériaux, c'est des matériaux qui doivent être biodégradables, biosourcés, mais évidemment des matériaux qui doivent être résistants, qui doivent être légers, qui doivent résister à la chaleur, qui doivent résister au froid, qui doivent résister à la torsion, aux fractures, etc. Donc tout ce qui touche à la conception des matériaux, des structures, c'est très intéressant. Là, c'est le domaine le plus incroyable du biomimétisme. On parle évidemment de remplacer des aciers, remplacer des matériaux nocifs, etc. La nature est capable de créer des structures, des concepts, des systèmes qui sont bien plus sophistiqués que les nôtres, à des échelles bien plus fines, et surtout, en fait, elle est capable de les construire avec des éléments qui sont totalement abondants. Vous regardez le tableau périodique des éléments. Nous, sur un smartphone, vous avez énormément d'éléments, de métaux rares, etc., qui sont utilisés, alors qu'en réalité, dans la silice, dans des systèmes de communication de la nature, vous avez tout simplement effectivement du carbone, de l'azote, de l'eau, etc., qui rentrent de l'hydrogène, mais finalement des éléments qui sont totalement abondants. Et tout ça se fait évidemment à pression, température constante, complètement biodégradable, etc. Donc, je vous laisse imaginer les perspectives qu'il y a en matière de fabrication. Nous, on trouve des quantités de recherche, de prototypes, même des technologies qui sont éprouvées, et nous-mêmes, on en développe là-dedans. Ça, c'est un des leviers les plus prometteurs. Ce qui va être très lié, c'est la conception des systèmes, des procédés chimiques, la chimie douce, la capacité à faire de la médecine, des molécules, travailler sur la cosmétique, etc., la santé, tout ça, les procédés chimiques, les dépollutions, la chimie, voilà, ça c'est très large. Le biomimétisme est très présent aussi dans ces domaines-là. Vous avez tout ce qui touche à la thermorégulation, la capacité à thermoréguler un bâtiment, la capacité à thermoréguler un vêtement. Vous avez aujourd'hui des fibres de textiles qui sont en développement, qui s'inspirent de la structure interne des poils des ours polaires pour rendre les fibres en fait beaucoup moins sensibles au changement de température et notamment au froid. Vous avez des bâtiments au Zimbabwe qui ont été inspirés des termitières et de leur capacité, des grands puits de termitières qui ont une capacité de thermorégulation interne et passive pour réduire la quantité de climatiseurs qu'il va y avoir dans des centres commerciaux ou des centres de bureaux. Voilà, ça a été créé par des ingénieurs au Zimbabwe. Vous avez toutes les questions de tribologie, de frottement, d'étanchéité qui sont très présentes. Comment est-ce qu'on réduit les frottements dans les mécanismes internes du monde. Ça, c'est pas une bonne, c'est digital, mais dans les autres mondes, vous avez des tirouages, il va y avoir des frottements, des pertes de la friction, etc. Donc tout ça, la nature est très forte pour répondre à ces questions-là. Ça a commencé par toutes les feuilles des plantes qui ont des capacités hydrophobiques, qui sont capables de faire glisser l'eau en fait sur leur surface pour pousser la poussière et continuer à pouvoir absorber la lumière du soleil. Ça, c'est de la super hydrophobicité. C'est très intéressant. Super hydrophobie, pardon. Vous avez toutes les questions, et ça, c'est un grand champ aussi de pertinence du biomimétisme, de détection, gestion de l'information, communication. Ça, c'est complètement incroyable. Je vais vous donner un exemple plus tard, mais ça, c'est un champ tout à fait incroyable du biomimétisme. La gestion de l'information, l'informatique, finalement, c'est que l'interprétation humaine de la gestion de l'information. Donc, ce que nous, on fait avec du langage binaire, ce qu'on fait avec du silicium, des métaux rares, etc., la nature, elle est capable de le faire depuis bien plus longtemps. Vous m'écoutez parler, vous regardez, tout ça, c'est des informations qui sont stockées, traitées par votre esprit. Et là-dedans, nous, on a entendu parler de technologies, on développe nous-mêmes, d'ailleurs, aussi avec certains acteurs de mobilité en France, des technologies de véhicules autonomes ou de trains autonomes qui sont basées sur la façon cognitive ou sur la combinaison hardware, c'est-à-dire les yeux, plus l'interprétation cognitive de certains insectes qui sont capables de détecter des obstacles, d'être super véloces, voire au ralenti, et ça permet de créer des algorithmes bio-inspirés pour les véhicules autonomes. Tout ça, c'est vraiment très présent. Et puis tout ce qui va toucher à la mobilité, au flux, à la logistique. Au premier rang desquels, un exemple très connu, c'est évidemment... pardon, il n'est pas connu, mais la technologie est très utilisée. C'est toutes les technologies de routage, GPS, etc., sont dérivées de classes d'algorithmes qu'on appelle End Algorithm Systems, qui sont des algorithmes inspirés des colonies de fourmis et de leur capacité à trouver leur chemin en groupe avec des systèmes de phéromones, c'est des balises chimiques qu'elles utilisent, et ça permet en groupe d'optimiser la trajectoire jusqu'aux sources de nourriture. Et ça a permis de créer tous les algorithmes, cette classe d'algorithmes qui permettent d'optimiser
la trajectoire vers un objectif. Et aujourd'hui, vous avez aussi des algorithmes qui sont inspirés de la croissance de certains champignons, leur capacité à aller chercher des sources de nourriture, de créer des arborescences en fait ultra résilientes, ultra optimisées pour créer des nouveaux réseaux électriques, des réseaux de transport, des réseaux d'acheminement de gaz, d'eau, d'électricité, etc. Ça, c'est aussi très très présent en matière de biomimétisme. On pourrait y passer des heures. Je veux juste vous donner quelques petits exemples sympathiques. Donc, par exemple, on parlait d'acoustique. Le prédateur le plus silencieux au monde, enfin le volatile prédateur le plus silencieux au monde, c'est la chouette effraie. Pourquoi? Parce qu'elle va avoir, vous voyez en haut à gauche, des sortes de peignes rigides sur le bord d'attaque qui permettent de canaliser les flux. Ensuite, un enchevêtrement en fait très spécifique sur le bord, sur la surface de la Lune qui vient capter en fait les vortex de turbulence et un peigne flexible à la fin qui vient accompagner le flux d'air en sortie. Ça permet de réduire le bruit que fait l'oiseau quand il va attaquer des musaraignes, etc. et d'être complètement furtif. Ça a inspiré des technologies sur les pantographes des Shinkansen, donc les trains, les TGV japonais, avec les chevrons, vous voyez, pour réduire le bruit que fait ce pantographe. C'est ce qui vient toucher le fil électrique quand le train passe. C'est ça qui fait beaucoup de bruit notamment. Mais aussi sur les trains d'atterrissage de certains avions, c'est des études qui sont très récentes, qui datent de 2018. Les trains d'atterrissage, ça fait beaucoup de bruit aux abords d'un aéroport. Et donc, ils ont aussi créé des technologies de chevrons qui reprennent un peu ce principe d'enchevêtrement de poils et puis de peignes rigides et flexibles pour réduire le bruit que fait un avion, enfin, les trains d'atterrissage des avions à l'approche des aéroports. Donc ça aussi, c'est un domaine totalement incroyable. On parlait de matériaux et de structures. Vous avez évidemment l'ossature, la croissance osseuse qui est totalement incroyable. Vous voyez ici, c'est le côté spongieux d'un être humain, d'un os d'être humain. Airbus a créé des algorithmes en fait de croissance, inspirés de croissance osseuse, qui permettent en fait pareil de répartir. Là, vous voyez la manifestation moderne de ces exemples de la Tour Eiffel. Là, c'est les cloisons internes dans les avions. Résultat, réduction du poids de 40%. Je vous laisse imaginer évidemment ce que ça représente pour un avion. Ce qui est incroyable avec le biomimétisme, c'est pour tout simplement pour réaliser, pour faire marcher le biomimétisme, il y a trois notions qui sont très importantes. La pluridisciplinarité, vous avez besoin de biologistes, vous avez besoin d'ingénieurs, vous avez besoin de managers d'innovation. Vous avez aussi la multifonctionnalité qui est très importante. Il faut comprendre que la nature va souvent créer des corrélations entre ces différents points. Contrairement à l'être humain qui va chercher à optimiser des paramètres de façon très silotée, la nature va chercher à créer un équilibre, quitte à ce que les paramètres ne soient pas individuellement les meilleurs, mais où l'ensemble des paramètres est le meilleur. Donc par exemple, vous allez le lightweight design, la légèreté d'un os, va cumuler évidemment la résistance, mais aussi la légèreté. Mais en même temps, sur beaucoup d'êtres vivants, l'ossature, ou parfois aussi la structure poreuse d'un bec, d'une corne, d'une patte, etc., va permettre aussi la thermorégulation, elle va permettre tout simplement l'isolation thermique en fait, d'une patte ou d'un bec. Le toucan, par exemple, je vous l'ai montré tout à l'heure, le toucan a un bec qui fait un tiers de son corps, mais que 20% de son poids. Il y a cette structure poreuse que vous retrouvez souvent chez les os des êtres humains se retrouve au niveau du bec du toucan, mais en même temps, le bec du toucan lui permet de thermoréguler. Le toucan ne suit pas comme l'être humain, le toucan va thermoréguler au travers de son bec. Vous retrouvez en fait souvent ces compromis de multifonctionnalité dans le vivant qui sont une vraie chance en fait pour les industries pour permettre de désiloter un petit peu les paramètres industriels de produits, de technologies, etc. Et puis l'interdépendance, c'est-à-dire qu'évidemment rien n'est totalement indépendant dans la nature, tout est très dépendant au niveau des molécules, des différents composants qui sont utilisés, ça rejoint beaucoup la notion de multifonctionnalité. Et donc le biomimétisme, c'est ni plus ni moins que d'avoir le courage, parce que c'est complexe, parce que c'est très difficile, c'est pas évident. Et après, évidemment, l'humilité, parce qu'il faut se dire, il faut convaincre aussi les personnes avec lesquelles vous travaillez, de savoir que la nature est intelligente, qu'elle n'est pas élémentaire, que ça ne se limite pas à des beaux reportages de National Geographic, et en réalité sa sophistication est beaucoup plus poussée qu'on imagine, et qu'elle a déjà réussi à tout créer de façon totalement optimisée, et en durabilité, en soutenabilité incroyable. Et donc quand on a le courage et cette humilité de se poser cette question-là, à ce moment-là on peut repenser notre avenir technologique. C'est ça l'idée du biomimétisme. Pour finir là-dessus, donc qu'est-ce qu'on a fait avec BioXEG? On a créé un bureau d'études d'ingénierie, qui est aujourd'hui pionnier du biomimétisme en
France. D'ailleurs, de ce qu'on sait, on fait partie des premiers aussi en Europe. Notre métier consiste ni plus ni moins qu'à imaginer, concevoir et développer des technologies bio-inspirées auprès des équipes R&D de grands clients industriels et français. Et c'est là où je vais finir avec le storytelling, c'est qu'on s'est rendu compte que en fait, aucun industriel, aucun grand groupe français ne faisait réellement de biomimétisme. La plupart de leurs équipes R&D ne savaient pas ou avaient peut-être une vague idée de ce que ça pouvait être, avaient entendu parler, pareil, un peu des exemples connus, etc. Mais il n'y avait rien du tout de systématisé. Et donc, on leur a proposé de faire de la technologie bio-inspirée. Donc aujourd'hui, on a plein de grands clients, des Safran, des Airbus, des Valeo, des Richemont, des Kering, des entreprises bientôt, je ne peux pas donner tous les noms, mais des entreprises très connues dans les biens de consommation, dans les articles de sport. Vous en avez évidemment comme EDF, comme Total aussi, dans de GRP Gaz, etc. Enfin voilà, on travaille dans plein de secteurs très différents. Bientôt, on espère aussi Fabre, la santé. Et ça, c'est une vraie belle aventure industrielle et entrepreneuriale qui s'est mise en place. Et concrètement, qu'est-ce que peut en tirer un industriel? À quoi ça sert le biomimétisme? En fait, nous, on a cette double matrice d'entrée. Soit vous pouvez faire de l'innovation disruptive, c'est-à-dire que vous pouvez complètement casser la façon dont vous concevez une technologie. Et vous pouvez apporter une disruption dans l'innovation que vous allez créer. Donc là, vous profitez en fait de clés de lecture et de façons de faire de la nature qui sont différentes des façons de faire qu'a imaginé l'être humain. Donc l'exemple de l'éolienne avec les tubercules, qui reproduit les tubercules de la nageur de la baleine à bosse, est vraiment emblématique. C'est-à-dire que nous, on va avoir tendance à créer des surfaces très lisses. En réalité, la nature le fait complètement différemment. Donc créer une innovation disruptive. Vous pouvez faire aussi des innovations incrémentales en biomédecine. Vous pouvez améliorer de tant et tant de pourcents votre aile. Vous pouvez améliorer de tant et tant de pourcents la dissipation d'énergie sur la plaquette de frein de véhicule, etc. Et puis il y a l'autre matrice en abscisse qui est de se dire soit on est dans une logique problem solving, c'est-à-dire que soit on va chercher à résoudre un point de douleur très précis que va avoir une entreprise. Si je prends l'exemple d'un de nos clients, je ne pourrais pas rentrer, je pense que vous comprendrez dans tous les détails qui sont confidentiels, mais un de nos clients, c'est la branche Safran qui fabrique des trains d'atterrissage. Soit vous allez être sur une pièce en particulier du train d'atterrissage, vous dire ouais, on veut améliorer la dissipation de chaleur sur notre plaquette de frein parce que ça fait trop de chaleur quand l'avion freine sur la piste. Donc là, on est sur un point de douleur en fait très particulier qu'on va essayer de résoudre avec le biomimétisme. Soit vous êtes dans de l'idéation et de la création, où vous êtes dans des choses beaucoup plus prospectives. De façon générale, moi, Safran Landing Systems, ça m'arrange si je peux réduire le poids de mon train d'atterrissage parce qu'il faut absolument faire en sorte que l'avion consomme moins. Et à ce moment-là, vous pouvez être très prospectif dans votre façon de faire. Et vous dire, ok, mais on peut carrément revoir la façon dont on fait un train d'atterrissage dans son ensemble. Donc là, on est vraiment dans l'architecture, dans la conception du système à l'échelle très macro, en fait. Donc il y a vraiment cette double logique, cette double matrice, cette matrice, cette double lecture, en fait, qu'on peut avoir dans l'utilité que revêt le biomimétisme. Notre façon de fonctionner, elle n'appartient qu'à nous, mais nous, on s'est rendu compte que la façon dont le biomimétisme marche bien, c'est d'abord si on identifie et on exprime la problématique sur laquelle on va travailler. En matière de biomimétisme, en fait, je ne vais pas vous décrire tout le business model de BioXJ, vous n'êtes pas là pour ça, mais d'abord, il faut savoir poser la question, qu'est-ce qu'on cherche à résoudre, avant de chercher à la résoudre. Donc c'est très important de poser le problème. Ensuite, évidemment, on va faire ce qu'on appelle, nous, sélectionner un SBR, un système biologique de référence. Donc, par rapport à une thématique, par rapport à un sujet donné, je veux réduire le poids de mon train d'atterrissage. Comment est-ce que la nature fait des choses légères? Et là, on trouve plein de choses. Chez les animaux marins, les eaux de sèche, les eaux d'êtres humains, les fibres végétales, etc. Vous allez trouver plein de choses qui sont susceptibles, qui sont candidats pour répondre à plein de modèles biologiques, candidats pour répondre à votre problématique. Et évidemment, il faut sélectionner le plus pertinent. Donc là, c'est beaucoup de recherche, c'est du travail de biologie, c'est des biologistes en interne qui font tout ce travail-là. Puis après, évidemment, vous allez devoir créer, on était toujours dans ce deuxième point, vous allez devoir
créer, formuler le concept bio-inspiré. Une fois que vous avez votre système, votre modèle biologique, vous devez en créer un concept technologique humain, avec tout ce que ça suppose en matière d'abstraction, d'extrapolation, de logique de conception, etc., d'ingénierie, donc ça c'est très complexe. Puis après, évidemment, nous, en tant que tel, on va itérer avec notre client industriel sur le concept, prototyper les concepts, etc. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, c'est pas forcément ce qui nous intéresse. Voilà sur cette notion de biomimétisme. Moi, je pense que je voudrais finir là-dessus avant de passer aux questions. C'est vraiment une aventure qui est extraordinaire. Moi, j'en ai vraiment fait un métier que j'adore, que je trouve vraiment extraordinaire. Mais s'il y a bien une chose dont je me suis rendu compte, c'est que le biomimétisme est très universel. C'est-à-dire qu'on peut faire du biomimétisme partout. On a eu des clients qui ont commencé à venir vers nous en leur demandant de résoudre en fait des thématiques d'organisation, de hiérarchisation d'entreprise, donc des problématiques RH grâce au biomimétisme. On n'est plus dans les logiques d'aérodynamisme et tout, on est dans des logiques RH, quoi. On est dans de la science sociale. On a des projets de plus en plus nombreux sur l'algorithmique, sur l'électricité, sur l'énergie, etc. En fait, la nature est tellement sophistiquée, elle a tellement eu le temps de résoudre un nombre incroyable de problématiques auxquelles sont confrontées toutes les espèces dans leur quotidien, tout simplement pour survivre, qu'en réalité, toutes les solutions technologiques, toutes les solutions conceptuelles, toutes les solutions organisationnelles qu'a développé la nature sur 3,8 milliards d'années, il faut faire ce travail d'humilité pour se dire qu'en réalité, il s'agit de choses qui sont totalement éprouvées, qui ne sont pas là par hasard, et qui sont vraiment, qui valent le coup d'être décryptées, d'être lues dans toutes les aventures entrepreneuriales, technologiques, sociales, humaines, auxquelles on peut se confronter. Peu importe la problématique à laquelle vous faites, l'enjeu à laquelle une entreprise ou une collectivité, une ville, une mairie fait face, il y a de très bonnes chances que la nature ait déjà trouvé plein de solutions, non pas une, mais plein de solutions satisfaisantes, et en plus de ça, complètement éprouvées. Et c'est ça le message que je veux avoir aujourd'hui auprès de vous, c'est que j'ai eu la chance vraiment de découvrir un peu en avance de phase, de façon un peu pionnière, ce biomimétisme-là. Aujourd'hui, c'est pour ça que je suis devant vous, c'est que mon rôle, au-delà d'être chef de l'entreprise BioXJ et de faire de l'ingénierie pour mes clients, etc., mon rôle, c'est aussi d'évangéliser et de faire rendre compte au plus de monde possible de l'incroyable potentiel qu'a le biomimétisme et de sa capacité justement à répondre aujourd'hui aux enjeux qui sont les plus prégnants de notre espèce, c'est-à-dire d'arriver enfin et coûte que coûte en fait, à concilier la notion progrès, qui est, ne nous pas toujours importante, notamment les notions de compétitivité, etc. pour les entreprises, d'une part, et la notion de soutenabilité. Et c'est ce dilemme-là, et cette conciliation-là, c'est l'expertise de la nature, et voilà. Moi, aujourd'hui, c'est le message que je voudrais vous apporter, c'est que inspirons-nous de l'ingéniosité de la nature, et c'est là que sera notre futur. Je finirai avec cette très très belle phrase qu'avait Victor Hugo qui disait c'est une triste chose de songer que la nature parle et que le genre humain n'écoute pas. Voilà. Donc c'est un message d'espoir vis-à-vis de Victor Hugo pour l'avenir. Merci à tous pour votre attention. Merci beaucoup, Sidney. Alors, Olivier commence en disant qu'on écouterait toute la soirée de vos storytelling. Bravo. Vraiment au nom de tout le monde, merci pour ta présentation. Tu as posé les timings, mais je ne peux pas t'en vouloir. C'est moi qui interviens, je fais la même chose. Je comprends le problème. Donc on avait prévu de finir à 20h. Je vous propose qu'on finisse un peu plus tard, mais bien sûr, vous êtes libre de partir si vous avez besoin de partir. Je pense que moi, je devrais quitter vers 20h20, 20h25. En attendant, on va échanger. Je pense qu'il y a des questions pour Sidney. On a déjà eu plusieurs dans le chat. Pour lancer un petit peu les questions, on va prendre la dernière qui a été posée par Charlotte. Donc Charlotte, si tu veux commencer à poser ta question. Bonsoir Charlotte. Bonsoir. Alors justement, vous faisiez le lien à la fin sur l'organisation. Donc, est-ce que vous avez un exemple de biomimétisme où on fasse le lien avec ce qu'on appelle aujourd'hui généralement l'innovation managériale? Et vous, est-ce que vous vous positionnez sur ce créneau?
Alors, il n'y a pas tant d'exemples que ça qui existent en matière de management. C'est un sujet qui est très exploratoire et extrêmement récent en matière de biomimétisme. Ce qui s'est passé pour nous, en gros, c'est que dans nos gros clients, nos gros industriels qu'on avait, avec lesquels on était sur des sujets technologiques, vous savez, après, ils ont des sortes de foires d'innovation interne, ils présentent à d'autres collègues les innovations, donc il y a des stands avec les startups partenaires, etc. Et nous, on était là, et tout d'un coup, voilà, on se retrouve en face de la DRH du groupe en question, qui dit, moi, ce que vous faites, c'est incroyable, je voudrais faire de la bio-inspiration pour résoudre mes thématiques en ressources humaines. Alors nous, on a préféré être très prudent, ce que je vous dis, ça date d'il y a 4 mois, c'est super récent pour nous. On a préféré être très prudent par rapport à ça. Et donc, oui, on va se positionner là-dessus, c'est très clair. Sauf que c'est quelque chose qui, comme on parle de sciences sociales, donc de sciences entre guillemets molles, qui sont imprécises, on n'est pas sur des sciences dures et précises comme de la physique, etc. Il va falloir créer des concepts. Il va falloir du coup prendre parti. Et donc BioCJ va pas pouvoir travailler seul. BioCJ va devoir du coup se rapprocher en fait de cabinets spécialisés en ressources humaines, en organisation d'entreprise, etc. pour aller chercher des clients pilotes. Donc c'est l'objet de notre démarche aujourd'hui. On s'est rapproché en fait de certains cabinets spécialisés ici à Paris pour essayer de trouver des clients pilotes. On a déjà des manifestations d'intérêt de grands groupes. Évidemment, avec tout ce qui s'est passé sur les derniers mois, je vous laisse imaginer que ça n'a pas forcément été une priorité stratégique ni de nous ni des clients pilotes, mais ça devrait s'accélérer dans les mois à venir, dans les trimestres, semestres à venir, je l'espère en tout cas. Nous, on est ouvert à la discussion là-dessus, on pense qu'il y a beaucoup de potentiel, sauf que évidemment, encore une fois, je pense que c'est au cas par cas. Il faut avoir au moins des clients pilotes et des problématiques pilotes, un peu de sorte de problématiques types qu'on aurait pour arriver à créer des concepts qui soient après plus généralisables. Pour répondre aux exemples, moi, ce dont j'ai entendu parler, c'est de recherches qui ont été menées aux États-Unis, mais qui elles-mêmes, en fait, ne montrent pas forcément encore très bien les preuves de ce qu'elles avancent. Mais ce qui est imaginable, en gros, c'est que au travers des flux de décisions, de répartition, ou en tout cas de décentralisation de l'intelligence, chez certains, ce qu'on appelle les super-organismes, c'est-à-dire en gros tous les insectes sociaux notamment, ou pareil aussi des organismes complexes comme des réseaux de mycélium, les réseaux forestiers, certains arbres, etc., les flux de protéines, les flux d'informations, les flux nerveux, etc., les chaînes de décision qu'il peut y avoir dans tous ces organismes-là. Il y a sûrement en fait, et c'est l'intuition qui est faite aujourd'hui, il y a sûrement en fait des réactions et des méthodes, des best practices en fait, qui pourraient en être extrapolées dans une certaine mesure pour des entreprises par rapport à une thématique. Donc, comment est-ce qu'on fait pour améliorer le système de communication dans un grand groupe entre plusieurs départements qui sont très silotés? Comment est-ce qu'on fait pour réagir à une crise? Comment est-ce qu'on fait pour décentraliser l'intelligence, etc. Ça va demander beaucoup de design thinking, je pense, beaucoup de capacité créative. BioCJ n'est pas forcément habitué à ça, beaucoup plus sur l'ingénierie et des domaines techniques. Et c'est pour ça qu'on s'y avance de façon prudente et progressive. J'espère avoir répondu au moins à une partie de cette question. Oui, merci. Et puis après, comme je disais tout à l'heure, c'est celui qui parle le plus fort. Il y avait pas mal de questions qui étaient dans le chat, donc je laisse leurs auteurs les poser. Allez-y, n'hésitez pas. Olivier, tu avais plusieurs questions. Stéphane. Olivier, ton micro est coupé. Toujours le cas. Bah, tu peux peut-être les mettre dans le chat si tu n'arrives pas à connecter ton micro. En attendant, il y avait une question de Stéphane, je remonte là, qui était quel est le projet sur lequel vous avez été le plus étonné de ce que la nature vous a appris à porter? Alors, je ne peux pas parler de tous les projets industriels de BioCJ dans la mesure où on a 2 ans d'existence et que tous nos projets sont encore... On a fini un des projets, donc c'est le seul dont je peux parler. Tous les autres, en fait, sont sous contrat de confidentialité. Il y a un projet sur lequel on a travaillé, moi, avec le feu, c'était un des premiers gros projets industriels qu'on avait fait, j'ai adoré.
C'était un client automobile. Flavien, je pense qu'on en a parlé de celui-là, tu dois le connaître, c'était un des premiers projets qu'on avait, il était vraiment cool. Un client automobile qui nous demande en fait avec lequel on commence à travailler, etc. Il crée plein en fait de pièces, c'est un fournisseur, donc quand vous voyez une Renault ou une Peugeot dans la rue, il y a environ 400 à 500 pièces de ce fournisseur-là en question dans la voiture. Donc c'est plein de systèmes de fixation, des gaines, des réseaux électriques, etc. pour le moteur, pour l'habitacle, plein de choses comme ça. Et nous, on a voulu travailler avec eux sur un sujet qu'on trouvait super intéressant, c'était le désencrassement, le nettoyage en fait, des caméras des véhicules autonomes. Les véhicules autonomes commencent à se complexifier et sont donc équipés de plus en plus de petites caméras, donc il y en a plein partout autour du véhicule, qui permettent en fait d'interpréter l'environnement et de détecter un piéton, un panneau, etc. Donc évidemment, vous avez beau avoir l'intelligence artificielle derrière ça, l'algorithme le plus développé, le plus sophistiqué, au final, si votre capteur, si votre caméra s'encrasse, s'obstrue, votre intelligence artificielle n'est pas aussi intelligente pour arriver à comprendre et à s'adapter en fait à des obstructions à des échelles très différentes sur le bloc de la caméra. Donc évidemment, il faut nettoyer la caméra. Et aujourd'hui, les technologies qui sont utilisées, tout simplement, c'est des rustines en fait. Ils ont repris le principe qui est utilisé sur les pare-brises des véhicules, c'est-à-dire que vous avez des petits gicleurs qui viennent tout simplement pousser de l'eau sur les petites caméras du véhicule. Sauf qu'évidemment, imaginez que ça, c'est très problématique puisque vous devez aller créer plein de gaines différentes, créer plein de technologies sur des petites caméras, vous avez des problèmes de maintenance, etc. Et le problème principal, c'est surtout que vous avez une consommation d'eau qui peut être, tenez-vous bien, de 100 litres d'eau à l'heure dans des conditions où il y a un petit peu de boue, un petit peu de neige, voilà. 100 litres d'eau à l'heure, ça veut dire que votre réservoir central de la glace ou de liquide d'eau ou quoi que ce soit que vous avez utilisé, au bout d'une demi-heure, il est totalement à plat, quoi. Et donc, ils nous ont dit, nous, on va chercher d'autres façons de faire pour nettoyer ces caméras des véhicules autonomes. Et on leur a dit, écoutez, nous, ça serait très pertinent parce qu'on sait que, par expérience, la nature sait très bien désencrasser, nettoyer, protéger des surfaces, à commencer évidemment par les yeux, mais pas n'importe quels yeux. Donc là, on a fait toute la recherche de sélection des SPR, on a trouvé plein de choses, la façon dont certaines araignées se nettoient les yeux avec leurs mandibules, avec des soies spécifiques qu'elles ont sur les pattes pour enlever la poussière et certains types de poussière puisqu'elles n'ont pas de paupières pour certaines, l'électrostaticité sur les carapaces des scarabées qui vient pousser la poussière, les particules nanométriques que vous avez sur certaines autres carapaces, sur certains yeux, sur certaines plantes, sur certaines tiges, feuilles, etc. Donc vous avez vraiment plein de choses pour nettoyer, désencrasser, purifier. Et on s'est arrêté sur un exemple qui nous a intrigué, qu'on trouvait aussi, faut le dire aussi, assez simple à transférer technologiquement parlant. C'est ce qu'on appelle les membranes nictitantes des camélidés. Les camélidés, c'est les dromadaires, les chameaux, etc. Et les membranes nictitantes, c'est les troisièmes paupières que vous avez chez ces animaux-là. Vous le voyez très bien, c'est pas que chez les chameaux et les dromadaires, vous le voyez très bien chez les chats, chez les chiens, etc. C'est cette espèce de paupière un peu blanche là, qui vient se fermer en fait derrière les paupières principales. Chez l'être humain, c'est atrophié, c'est le petit bout rouge que vous avez au point de votre œil par rapport presque à côté du nez. Chez nous, ça a été atrophié par les mécanismes d'évolution. Attendez, désolé, il y a de la musique, il est 20h. En gros, c'est la fête dans le quartier à 20h à chaque fois. En gros, oui, vous avez donc ces membranes nictitantes. On savait que chez les chameaux, les dromadaires faisaient face en fait à des particules très fines, le sable, et en plus de ça, des tempêtes de sable, des éléments en fait très rudes. Et en plus de ça, il y avait cette notion d'économie d'eau. L'économie d'eau est une nécessité biologique de survie des chameaux et des dromadaires. Donc on avait l'impression que ça pouvait être intéressant, donc on a commencé à éplucher toute cette question des membranes. Donc imaginez un biologiste qui décortique en fait tous les schémas explicatifs, comment est-ce qu'une membrane fonctionne, quels muscles l'activent, etc. Comment est-ce que l'eau est recyclée, comment fonctionne la glande lacrymale et le liquide lacrymal d'un chameau, d'un dromadaire. On a rencontré le spécialiste français des chameaux et des dromadaires
Je vous laisse imaginer le curieux personnage que c'est, un des spécialistes mondiaux des champions dromadaires, qui nous a expliqué plus en détail comment ça fonctionnait. Puis après, on a créé notre concept. Et rien que dans les premières estimations, alors on n'avait pas du tout optimisé le système, on était à 10 fois plus d'économie d'eau. Donc notre système consommait 10 fois moins d'eau que les systèmes actuels. Donc rien qu'avec une technologie assez simple finalement, alors simple, entendons-nous bien, il a fallu transformer la membrane que vous avez normalement en cartilage et en conjonctive chez le dromadaire en membrane en polymère, c'est quel polymère, le système d'injection par glande lacrymale, comment est-ce qu'on crée un système mécanique d'injection d'eau, enfin c'est assez complexe quand même. Mais rien que là, en quelques mois, on a eu des résultats qui ont été assez prometteurs. Et c'est sur ce premier exemple que je me suis dit, ah ouais, quand même, on est capable de faire des belles choses et c'est vraiment cool. Et aujourd'hui, oui, je suis totalement amoureux du travail qu'on fait, extrêmement passionné et fasciné aussi par la qualité des travaux qui sont rendus par notre équipe, ingénieurs, biologistes, etc. Et je peux vous dire que nos clients, ils sont vraiment étonnés aussi. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez incroyable. Le plus beau compliment que j'ai eu pour l'instant, c'est un client dans BTP avec qui on a presque fini dans les semaines à venir un super beau projet. Et ce client, je lui ai dit, oui, voilà, avec le confinement, je veux retaper un peu le site internet de BioXJ. J'ai envie de faire un témoignage sur vous. J'ai envie que vous fassiez une page où on raconte le projet qu'on a fait avec vous, et où il y ait vos photos, et vous faites des témoignages sur BioXJ, un truc assez classique de communication. Et je les vois un peu hésiter, on est en conf call, à la caméra, je les vois un peu hésiter. Je leur dis, mais il y a peut-être quelque chose qui vous perturbe, votre département com ne sera pas d'accord. Je vous rappelle qu'on a quand même signé et que ça faisait partie des clauses de contrat et tout. Non, mais pas de souci là-dessus. C'est juste que ça nous embête un peu. On vous a trouvé, votre approche elle est totalement excellente et on n'a surtout pas envie que nos concurrents le sachent. Donc ça, c'est un des plus beaux compliments qu'on pouvait faire à l'entreprise BioXJ et ça vous montre un peu le degré d'étonnement aussi qu'ont ces entreprises-là. Nous, on est une bande de jeunes, on a tous entre 25 et 30 ans. En face de nous, on a des directeurs R&D, des directeurs innovation, parfois même de plus en plus souvent des COMEX d'entreprises du CAC 40 ou de Euronext, etc. Donc des grands COMEX. Les personnes en face de nous, elles ont 50 ans, 60 ans, 40 ans. C'est des managers, c'est des directeurs d'innovation, directeurs R&D qui ont généralement la responsabilité des départements R&D avec 500 personnes, 1000 personnes et tout. Donc c'est des gros poids dans leur entreprise. Et au départ, ils sont intrigués par nous. Ils se disent, bon, allez, on va leur donner une petite chance, le concept il est assez sympa, mais ils y vont avec prudence, on sent qu'ils sont très prudents face à cette bande de jeunes. Moi, j'ai des biologistes, ils ont 23 ans, c'est des professeurs fous, les cheveux en bataille, ils viennent avec un sac à dos, c'est pas costume cravate, ambiance, grand cabinet de conseil, maquillisé, etc. Non, c'est une petite start-up. Et à la fin, par contre, quand on livre les résultats à nos clients, je peux vous dire, ils sont, pardon de l'expression, mais ils sont sur le cul, ils nous disent vraiment, jamais on s'imaginait faire quelque chose comme ça avec vous, c'est incroyable les résultats qu'on arrive à obtenir, d'où après leur harcèlement en matière de contrats de confidentialité, tout ça, parce qu'ils veulent pas que les concurrents le sachent, c'est clair et net. Et après, on a des approches tactiques en fait qui nous permettent évidemment de commencer très soft avec le client sur des petits contrats qui ne pèsent pas plus de quelques dizaines de milliers d'euros, qui ne représentent pas beaucoup pour les gros clients qu'on a. Et puis au fur et à mesure qu'on fait des phases de travail, qu'on avance dans le projet, on va muscler et après on part sur des choses sérieuses à plusieurs centaines de milliers d'euros. C'est un peu la tactique. Donc voilà, je me suis aussi, j'ai peut-être anticipé certaines questions, mais ça venait compléter la réponse. Alors, il y a eu une question assez complexe de Alice. Elle te demande un exemple d'inspiration biomimétique pour les créateurs d'interfaces, développeurs et designers, car elle a un peu de mal à faire un lien spontané entre le problème du poids des services numériques sur le cloud tellement néfaste pour l'environnement et une solution qui pourrait exister dans la nature. Ok. Plusieurs choses dans cette question, mais... Alors, bonsoir Alice. Sur les interfaces, donc sur tout ce qui va toucher UX, etc. Franchement, j'ai pas d'idée en tête. Évidemment, ce qu'on appelle le bio-design, c'est-à-dire le design ou l'architecture inspirée de la nature, c'est quelque chose qui touche vraiment l'esthétique, etc. Donc ça touche peut-être que en partie, évidemment, à votre métier, ou j'imagine que c'est votre métier.
En réalité, si on parle par contre du poids des données, là c'est quelque chose de très très différent. Oui, il y a énormément d'exemples d'algorithmes qui viennent réduire tout simplement le poids les nécessités, on va dire la capacité des calculateurs. Rien que ce matin, j'étais au téléphone avec un chercheur en Hollande qui travaille en fait sur des processeurs neuromorphiques qui permettent donc sur certains calculateurs dans des drones de réduire je crois que c'était, il m'avait quand même dit que c'était quand même 40% la puissance de calcul nécessaire à la direction d'un petit drone, d'un quadrocoptère, etc. Les processeurs neuromorphiques, en fait, lui-même ne peut pas rentrer dans tous les détails, mais les recherches qu'il mène en fait sont liées sur les capacités cognitives de certains insectes volants, notamment les libellules. Voilà, et donc ça, si j'ai bien compris, c'est ce qu'il fait. Et ça, c'est totalement incroyable parce que ça vous montre à quel point on peut réduire le poids des données. Nous-mêmes, on a travaillé sur des technologies, sur des concepts en fait dans la mobilité ferroviaire pour réduire aussi le poids de certains algorithmes. Donc là, on est beaucoup sur l'algorithmique. Donc ce qu'on va faire, c'est tout simplement qu'on va chercher à comprendre le comportement cognitif, le principe cognitif en fait d'un insecte, d'un animal, de la façon dont il va détecter une information et dont il va traiter l'information pour essayer d'en tirer des principes algorithmiques, des fonctionnalités algorithmiques. Donc nous, on l'a fait par exemple sur la détection colorimétrique, sur la capacité d'une caméra à détecter des couleurs. On a trouvé ça dingue et après moi je ne maîtrise pas les détails, c'était mes ingénieurs, mais je me souviens qu'ils avaient fait des matrices colorimétriques qui étaient inspirées de la façon dont certains insectes, notamment les abeilles, en fait, sont capables de capter et de calibrer leur détection de couleurs. Ça, moi j'avais trouvé ça incroyable. Après, comme dit, il y en a plein des exemples là-dedans. J'ai entendu parler de pas mal de recherches aussi aux États-Unis sur des capacités à reproduire la danse communicative des abeilles avec tous les principes fonctionnels de la danse communicative des abeilles dans une ruche pour réduire la sollicitation des serveurs Internet. Et ça, ils ont réussi à réduire de 20% la saturation des serveurs. Donc ça, c'est aussi assez incroyable avec un simple algorithme assez rapide. Voilà, mais en UX design, j'ai pas forcément d'exemples qui viennent en tête. Merci. Alors, il y a des questions, il y a plusieurs questions d'Olivier concernant ton entreprise. Il y en a une qui est l'importance de la prise de brevets dans ton modèle économique et de façon plus générale, il réagissait quand tu as dit qu'il n'allait pas entrer dans le business model, il avait envie que tu en dises quand même un mot. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette question des brevets et pourquoi pas du modèle d'affaires de ton entreprise? Oui, bonsoir Olivier. Alors, sur le modèle d'affaires de notre entreprise, ce que fait BioXJ, c'est du service. C'est-à-dire que BioXJ vend de la R&D à ses clients. Donc, on va travailler en fait en collaboration avec les départements R&D, les départements innovation, et donc tous les ingénieurs, les chefs de produits, les directeurs d'innovation, etc., qui associent ces entreprises-là pour créer en fait des technologies bio-inspirées. Donc la façon dont on s'y prend, c'est qu'on travaille de façon phasée avec le client. Généralement, on a les 4 phases de travail que je vous ai montrées à l'écran de façon très rapide, j'en reviens tout à l'heure. D'abord, il y a ce qu'on appelle la phase de la pré-étude d'amorçage, qu'on appelle la phase 0, qui consiste en fait à aller passer en revue la chaîne de valeur d'une entreprise et les problématiques ou thématiques ou enjeux qui sont liés à la chaîne de valeur d'une entreprise. Donc généralement, c'est BioXJ qui de façon proactive va aller vers l'entreprise et va leur dire ok, faisons cette phase 0-là pour voir où c'est pertinent, où ça serait pertinent de faire du biomimétisme pour vous. Donc on appelle ça pré-étude parce qu'on va commencer avec certaines veilles, certaines recherches, etc. Et donc on a plein de sujets avec une simple business unit, une pauvre business unit de département, moitié de département chez ça par exemple, on a 35 sujets qui remontent, donc c'est énorme. Donc pas imaginer qu'on a une seule thématique par entreprise. Il s'agit après évidemment de ne pas partir sur tous les fronts. Il faut se dire ok, où est-ce qu'on pourrait avoir des résultats les plus concrets, les plus rapides et les plus prometteurs en matière de biomimétisme parmi la trentaine, cinquantaine de sujets qu'on a identifiés avec telle ou telle entreprise, telle ou telle marque, etc. Et là, on fait donc des premières recherches, des premières veilles, on essaie d'équilibrer, de se baser sur notre expérience aussi.
on a créé la plus grosse base de données française en matière de biomimétisme, en tout cas de ce qu'on sait, et on l'enrichit jour au jour, c'est un très gros actif pour BioFCJ. On va se baser aussi sur ce qui se fait ailleurs, sur les recherches. Il ne faut pas penser qu'on va toujours partir de TRL 0, parfois on a des TRL en technologie readiness level, parfois on a des degrés de maturité, on va collaborer avec des centres de recherche, des laboratoires, des chercheurs, d'où on appelle par exemple ce matin aux Hollandais, c'est qu'il y a certaines recherches qui ont un certain degré de maturité, donc auxquels on va faire des partenariats. Et tout ça, ça permet en fait de prioriser, de choisir des sujets. Ensuite, on rentre dans le cœur de réacteur de ce que fait BioFCJ, c'est-à-dire la phase 1. La phase 1, en fait, c'est la phase d'étude et de conception biomimétique, ce que je vous avais décrit avec la recherche BSR, la transposition technologique, etc., jusqu'à arriver aux premières notes de concept. Généralement, c'est aussi les CAO, etc., sur lesquels on s'arrête. La phase 2, qui est la phase après de prototypage, de proof of concept, tout ce que ça suppose en essai, etc. Donc là, on est vraiment sur de l'ingénierie finalement classique, mais adaptée au biomimétisme. Et puis après, la phase 3, qui est la phase d'industrialisation, qui est pour l'instant encore un horizon pour BioFCJ, c'est-à-dire que, évidemment, c'est beaucoup sur mesure, c'est au cas par cas, et même les autres phases, il faut imaginer que c'est un fil d'Ariane, ce que je décris, c'est vraiment, on ne fait pas des prototypes bio-inspirés ou de la technologie bio-inspirée de la même manière en aéronautique qu'avec l'automobile, qu'avec un fabricant d'électroménager, etc. C'est pas du tout la même chose. Donc nous, on essaie d'être assez flexible là-dessus. Voici de façon assez synthétique la façon dont on fonctionne. Évidemment, je vous épargne toutes les marmites méthodologiques qu'on développe en interne, qui sont très évolutives sur le temps. On développe nous-mêmes, c'est très autodidacte, la discipline du biomimétisme, on est les premiers à le faire, donc on invente notre propre métier. Mais bon, ça fonctionne plutôt bien. Et comment est-ce qu'on gère ça en matière de... une des dimensions les plus importantes, si ce n'est la plus importante en matière de biomimétisme, c'est évidemment qui fait le biomimétisme. Et je vous avais parlé de la pluridisciplinarité, moi c'est quelque chose qui est complètement fondamental et dans lequel on investit énormément avec BioFCJ, on investit du temps, on investit d'argent, c'est évidemment les ressources humaines. On doit avoir des profils qui sont très agiles d'esprit, qui sont excellents scientifiquement, mais surtout qui sont très agiles d'esprit, qui sont très créatifs. Créer des liens entre ce qui est des technologies, des problématiques, la capacité de la nature à faire les choses, puis après l'extrapoler, ça demande beaucoup d'agilité, de créativité d'esprit. Et donc on prend beaucoup de temps à choisir des bons profils, et donc on a des biologistes. Alors on les appelle plutôt nos bio-ingénieurs, c'est-à-dire qu'en fait c'est des profils qui sont très rares en France, mais on va plutôt aller sourcer au niveau d'AgroParisTech. AgroParisTech, c'est une école d'ingénieurs ici à Paris, qui s'est spécialisée dans les sciences du vivant. Et donc c'est tous les profils qui ont fait des prépas BSPCI, là où je ne sais plus trop comment ça s'appelle, les prépas biologie, sciences du vivant, environnement, etc., qui après ont un socle d'ingénierie quand même assez solide. Et c'est de profils du coup qui vont faire toute la recherche biologique, qui vont aller parler avec tel spécialiste, tel papillon au Guatemala, tel spécialiste, tel micro-organisme qui vit et tout. Ça peut vous paraître complètement farfelu, mais c'est vraiment comme ça que ça se passe. Et donc ces personnes-là vont être en relation avec, on va dire, la biologie, la science du vivant. Et puis après, on a évidemment tous les profils d'ingénierie. Ça, c'est les écoles d'ingénieurs classiques. Et là, on a une chance extraordinaire en tant que petite start-up, pas du tout, on n'a pas une énorme notoriété, etc. On arrive à attirer les profils les plus extraordinaires. Enfin, moi, à chaque fois, je suis assez impressionné des types qu'on arrive à avoir en interne. C'est des centraliens, des polytechniciens, des gens des mines. C'est vraiment des très grosses écoles et qui sont là tout simplement parce qu'ils trouvent le sujet. Ils font des sacrifices sur leur salaire, évidemment, puisqu'on est une start-up. Ils sont là parce qu'ils trouvent ça extraordinaire de travailler sur le biomimétisme et qu'ils comprennent la promesse qu'il y a derrière ça aussi, et le type de projet qu'on peut avoir. Et puis après, je me suis très rapidement rendu compte aussi que pour faire bien marcher le biomimétisme, il faut aussi avoir des managers d'innovation solides, il faut savoir comprendre toutes les subtilités, les rouages tactiques, politiques, le rythmage d'un projet, la catalyse d'un projet et tout ce que ça représente.
importante. Donc là aussi, il est très important d'avoir des très bons profils d'école de management. Pour l'instant, à l'échelle modeste de BioXJ, c'est Simon et moi-même, Simon mon associé et moi-même qui gérons ça. On forme nos propres ingénieurs généralistes à le faire aussi, ils y arrivent plutôt bien. Et puis je pense qu'on va recruter de plus en plus souvent dans les écoles de management aussi, évidemment sur ces thématiques de management du projet. S'il n'y a pas un bon chef d'orchestre, le biomimétisme, ça ne marche pas. Et d'ailleurs, pour extrapoler là-dessus, en réalité, il y a un écosystème, il y a une petite communauté du biomimétisme en France. Mais elle est très associative, elle est très universitaire, elle est très académique. Et c'est aussi, ils ont le mérite en fait de bien démocratiser, sensibiliser, d'avoir aussi un petit peu mobilisé la recherche fondamentale, voire même un peu l'État là-dessus. Mais quand il s'agit de créer des projets très concrets, très efficaces, là c'était une autre paire de manches. Et c'est pour ça que je pense que les profils universitaires et académiques ne doivent surtout pas avoir le monopole du biomimétisme, sinon ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment avoir une intelligence tactique et économique très forte, un très bon sens, une très bonne compréhension des projets d'innovation des entreprises pour réussir le biomimétisme. Parce qu'il faut lever toutes les réticences, toutes les peurs ou les appréhensions qu'il peut y avoir aussi sur ces domaines neufs. Il faut convaincre. C'est très complexe. J'espère que ça aura répondu au moins une partie de vos questions. Alors, du coup, on va finir avec une dernière question beaucoup plus courte. Et puis, il y a eu un certain nombre d'autres questions. Je vais les garder, je te les enverrai. Et si tu peux y répondre, comme ça, je transmettrai les réponses aux participants. Autre chose, peut-être que tu pourras laisser un mail, quelque chose comme ça, s'il y en a qui veulent te contacter. La dernière question, c'est celle de Mathieu. Est-ce que tu aurais une lecture pour approfondir? Puisque là, du coup, tu as inspiré tout le monde. Ceux qui l'ont été peuvent avoir envie d'approfondir. Est-ce que tu as une lecture à conseiller? Oui, salut Mathieu. Alors, 2 secondes, je vais chercher. Encore mieux. Alors, le premier livre que je conseille, c'est... alors là, il s'agit de la Bible du biomimétisme. Le biomimétisme, en tant que... Vous l'avez compris, c'est quelque chose de très... Ça remonte à des anciens inventeurs, etc., la bio-inspiration, notamment dans les domaines scientifiques, c'est pas nouveau. Mais on va dire que la philosophie du biomimétisme comme méthode d'innovation qui doit réconcilier, reconnecter la nature à l'homme, qui doit nous permettre d'innover plus durablement dans plein de domaines. C'est Janine Benyus, une biologiste américaine qui, à partir des années 90, a commencé vraiment à systématiser l'approche. Et surtout, en fait, c'est la papesse du biomimétisme, c'est elle qui a vraiment créé ces théories. Et donc, son livre, il a été traduit en français, c'est un bouquin jaune, c'est celui-là. Ça s'appelle Biomimétisme, quand la nature inspire des innovations durables. Donc, il est quand même assez complexe, il est assez épais, vous voyez. C'est pas quelque chose de super simple. Donc, je dirais qu'il faut avoir la foi pour le lire, mais par contre, il est très passionnant. Mais en fait, c'est marrant, il a été écrit en 1995 et il est encore d'actualité. C'est incroyable ce livre. Plus accessible, il y a 3 livres que moi je conseillerais. Enfin, 2 livres. Il y a du coup un livre qui est de mon amie Agnès Guillot, qui est du CNRS, qui s'appelle Poulpe Fiction. Donc elle a écrit ça avec Jean Arcadi. Les deux, en fait, je les ai rencontrés plusieurs fois. Ils sont tous les deux du CNRS, et en fait, c'est quand l'animal inspire l'innovation. Donc, en tant que tel, c'est une branche du biomimétisme, parce qu'évidemment, vous l'avez compris, c'est pas que l'animal qui inspire l'innovation. La nature, c'est pas que l'animal. La nature, c'est aussi les végétaux, etc. Je peux vous assurer qu'une grande partie des innovations vient aussi des végétaux. Mais disons que ce livre a le mérite en fait d'être assez accessible. Il parle aussi de robotique, etc. Il parle des drones. Voilà, donc c'est beaucoup de mobilité, de matériaux, etc. Donc moi, je pense que c'est une très bonne première lecture. Il est vraiment bien ce livre. Plus récemment, ils sont sortis justement pour se rattraper l'or vert. Donc, quand les plantes inspirent l'innovation, donc ils ont fait avec les animaux, et là ils ont fait avec les plantes. Celui-là est juste incroyable, il est vraiment passionnant.
Moi, je suis devenu un très grand passionné de botanique, en fait, des plantes, en gros. Alors, je veux dire qu'il y a quelques années, je séchais le porche. Parfois, je me surprends aussi du revirement, mais j'espère qu'il arrivera à personne aussi. C'est la capacité, en fait, des plantes à innover. C'est incroyable. Les technologies qu'il y a dans les plantes, c'est juste dinguissime. Et donc, elle et les gens Acadie, ils ont vraiment réussi, ils ont le mérite. Alors que c'est des chercheurs, hein, c'est pas forcément, ils s'expriment pas forcément le mieux. Je pense qu'ils ont été accompagnés peut-être par des rédacteurs ou pas, je sais pas. Mais en tout cas, c'est super accessible. C'est vraiment pas trop complexe, pas trop scientifique et tout. Donc moi, je le conseille vraiment leur verre. Il y en a plein d'autres, des bouquins comme ça, mais voilà, c'est les 3 recommandations que j'aurais à faire en matière de biomimétisme, des lectures que j'aurais à faire. Évidemment, je vais faire un petit peu d'auto-promo, mais on a lancé du coup hier, pas plus tard qu'hier, notre podcast, qui est le premier podcast en fait du biomimétisme, qui s'appelle L'incroyable nature, et donc qui est disponible sur Spotify et sur Apple, sur notre site internet et tout, ce qui est évidemment sur le profil LinkedIn pour retrouver tout ça. Et donc en gros, on a lancé le podcast, on aura à peu près 1,5 par mois, donc un toutes les 3 semaines, on va dire. Et le but, c'est que justement, on touche en fait à tous les sujets du biomimétisme en France, ailleurs. Donc on va interroger en fait des spécialistes du vivant, des spécialistes, des entrepreneurs, des industriels qui font du biomimétisme, qu'on a rencontrés, qui sont dans notre réseau, avec lesquels on a des aventures industrielles aussi. Et donc on va essayer de rendre ça le plus accessible possible. C'est des podcasts qui durent quand même 45 minutes, 1 heure, mais qui sont vraiment on a essayé de rendre les plus accessibles possible en fait pour un auditoire large, et du coup pas que pour des scientifiques ou des ingénieurs, quoi. Donc voilà, ça s'appelle L'incroyable nature. Eh ben écoute, merci beaucoup Sidney. Je pense que certaines de personnes ne manqueront pas d'aller voir ton podcast, moi le premier d'ailleurs, je ne savais pas que tu avais lancé ça, donc génial. Et merci Jimmy d'arriver pile à temps pour la fin. Au revoir tout le monde. Donc, Sidney, je te laisse peut-être mettre ton mail dans le chat, si tu es d'accord. Si tu es d'accord, moi, dans le petit mail de remerciement que je ferai à tous les participants, je remettrai tes coordonnées s'ils veulent te contacter. Je pense qu'il y en a qui vont te contacter. Olivier, je crois qu'il y a des choses à te dire et qu'il va approfondir certains sujets avec toi. Encore merci, je crois que c'était vraiment passionnant. Voilà, on voit les commentaires tous très élogieux. Et Stéphane aussi te contactera apparemment. Et du coup, on se rejoint sur ton podcast pour la suite. Merci vraiment encore. Ceux qui veulent rester sur le channel sur le Meet pour discuter, vous êtes libre de le faire. Moi, je peux y aller, mais bien sûr, vous pouvez tout à fait rester. Là, vous avez mon mail. Il faut savoir que je suis plus réactif sur LinkedIn, donc n'hésitez pas sur LinkedIn, tout simplement parce que sur mon mail, en fait, je vous laisse imaginer. Donc n'hésitez pas à me contacter plutôt sur LinkedIn, je suis plus réactif. Et puis voilà, avec grand plaisir pour répondre à vos questions. Mais voilà, vous en doutez, c'est quelque chose qui est beaucoup plus complexe qu'on pourrait imaginer. En l'espace d'une heure, 2 heures, on n'a pas le temps de tout voir. Donc voilà, j'essaierai de faire mon mieux pour répondre aux questions des uns et des autres. Bonne soirée à tous. Merci encore Sidney. Et j'espère vous retrouver au prochain Procop sur les immersions numériques et la réalité virtuelle et la cybersécurité. Il faut le dire, c'est quand même la thématique phare de la semaine prochaine. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci, au revoir. Bonne soirée.